Eh bien, finalement, on est à l'heure. On a peut-être 2-3 minutes de retard. Donc, bienvenue, voilà, ça passe en direct. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence organisée par moi. Alors, cette fois-ci, c'est dans mon salon, hein, donc c'est très cosy comme ambiance. Ça change de la Gazette Café, mais la Gazette étant fermée en ces temps. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même organiser au moins une conférence par mois. C'est mieux que rien. C'est pas parce que tout est fermé qu'on va se restreindre quand même à faire des choses intéressantes. Vous êtes en direct. Dites-moi pour ceux qui sont en train de me suivre, s'il y en a qui me suivent, si vous entendez bien, si le son est bon. Merci de me faire un commentaire. Voilà. Parce que je ne suis pas au courant si ça passe le son pour vous. Donc, personne ne me répond. Bon. Le premier qui écoute me dit si le son est bon. Parce qu'on voit l'image, mais je ne sais pas sur le son. Merci de me faire un commentaire. Ah, merde. Le téléphone, c'est pas prévu, ça. J'avais oublié chez moi. Bon, ça, c'est le direct, hein. J'attends que ça s'arrête. Bon, il n'y en a pas un qui me fait un commentaire. Ah, est-ce que le son est bon? Est-ce que tu entends, Mélissa, le son? Oui, c'est bon? T'as l'air de dire oui. Tout est OK? Tu dois même entendre la sonnerie du téléphone derrière, j'arrive pas à l'éteindre le téléphone de toute façon. Ouais, c'est bon. Bah alors je vais y aller. Tu veux que je le mette en veille? Non, le téléphone, tu peux rien faire, il va s'arrêter. Donc, voilà. Donc le thème de la conférence de ce soir, c'est sur quand je ne me fais pas confiance, quand vous ne vous faites pas confiance en vous dans la relation amoureuse. Donc j'ai choisi ce thème parce que déjà en général je prends des thèmes qui me concernent et puis que je me dis aussi que si ça me concerne, ça vous concerne. Voilà, comme on fait des expériences d'humains, donc je pense que quand je me sens traversée par des expériences et que j'observe des choses qui se vivent en moi, je me dis je ne suis pas la seule, ça doit vous arriver. Si c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Si c'est pas hier, c'est demain. Donc la problématique de la confiance en soi dans la relation amoureuse, elle est de toute façon massive. Ça sonne de tous les côtés. Alors, ça tu vas. Donc, moi, je pense que c'est un participant qui s'est perdu. Voilà. Ouais, tu peux là-bas, ou derrière. Tu sors de. Laisse le son ou... Non, c'est bon. Alors, bon, je vais continuer, tant pis. C'est vraiment les affres du direct, là, pour une fois. Alors, ok. Donc, oui, le thème de la confiance en soi, c'est vraiment un thème qui est important dans la relation. Parce que c'est compliqué d'avoir confiance en soi de manière stable quand on est attaché à quelqu'un. Et en plus, encore plus quand on est amoureux. Dans des relations où vous n'êtes pas très amoureux, il y a moins de problématiques sur la confiance en soi. Je dirais pourquoi. Mais dans les relations où on est vraiment attaché, où on est vraiment dans l'intensité, dans un état un peu fusionnel, la difficulté, c'est de maintenir stable son estime de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de s'écouter, d'être bienveillant avec soi, de poser ses limites, de savoir dire non, de mener une relation saine en fait. Ni dépendante, ni évitante, donc ni trop ni trop peu. Hein. On surinvestit pas et on sous-investit pas. Voilà. On parle souvent de surcouplage, sous-couplage. Donc c'est pas évident parce que quand on aime trop, on se perd. Et quand on se perd, on s'aime plus. En fait, c'est ça l'histoire. Oui, coucou. Donc il reste une petite place. Bienvenue, bienvenue. Oui, c'est pas grave, tu peux t'installer, ça a démarré. Hein. Donc quand on s'aime, on se perd. Et quand on se perd, on s'oublie. Quand on s'oublie, petit à petit, c'est comme si il y a comme une sensation de se ratatiner, en fait, de se rétrécir, même dans l'énergie. Hein. Quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous avez l'impression que vous perdez confiance en vous, vous perdez pied en fait dans la relation et que vous voyez pas comment vous pouvez vous en sortir parce que c'est plus fort que vous, c'est ça le truc, c'est que vous vous voyez
partir en sucette, faire des choses que vous aimeriez pas faire et vous pouvez pas vous en empêcher. Alors quand vous voyez ça, c'est que vous êtes parti dans une répétition de schéma, que vous êtes dans un système qu'on dit scénarique, c'est-à-dire c'est des scénariques, ça veut dire c'est comme un scénario, comme dans un film en fait, un scénario de vie. C'est-à-dire que vous êtes parti dans vos schémas de répétition qui sont installés depuis tôt dans l'enfance. Souvent, ce sont des décisions qui ont été prises très tôt, mais qui ont été oubliées, donc qui ne sont plus conscientes. Et donc, ils vont engrammer des stratégies de survie, des manières de vous en sortir dans la relation et notamment dans des attachements qui sont précieux pour vous. Et vous allez répéter inlassablement, dès que vous êtes en difficulté, dès qu'on appuie sur le bouton, hop, ça se réenclenche dans le disque dur. Et donc, c'est plus fort que vous en général. Et dans ces moments-là, quand vous voyez que vous répétez un schéma, eh bien, très souvent, la confiance en soi, elle est un peu basse, quoi. Hein, elle diminue. Il peut y avoir un phénomène aussi d'idéalisation du partenaire, c'est-à-dire que l'autre est vu comme soit en grand, quoi. Il est devenu important, indispensable. En fait, c'est vous qui le rendez indispensable. Hein. Mais c'est comme si c'est plus fort que vous de ne pas pouvoir le rendre aussi prégnant dans votre vie, comme si vous étiez envahi. Souvent, c'est ça que j'entends chez mes patients et même ce que je peux observer chez moi dans mes histoires, c'est qu'il y a un envahissement de l'espace émotionnel et cognitif. Complètement envahi, les pensées obsessionnelles sur l'autre. Au lieu de penser à nous, on pense à l'autre. Hein. Voilà. Et là, en général, plus on fait ça, et plus l'estime de soi est faible, en fait. Parce qu'on remet pas l'attention sur soi, on met l'attention sur l'autre. Soit en disant qu'il est responsable, il fait faux, soit en se demandant qu'est-ce qu'il fait pendant qu'on n'est pas là, en étant jaloux, soit en étant préoccupé par qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce qu'il pense de nous, etc. Mais plus vous mettez l'attention sur l'autre, votre partenaire, moins vous mettez votre attention sur vous. Et évidemment, ça va coincer. Voilà. Donc, ne pas se faire confiance dans la relation, pour moi, c'est ne pas s'écouter, je l'ai dit, c'est manquer de bienveillance, c'est minimiser des choses, des zones aveugles, c'est avoir des zones aveugles dans la relation qu'on ne veut pas voir, du déni, on ne voit pas ou on ne veut pas les voir, on appelle des méconnaissances. On méconnaît certains aspects de la réalité, c'est ça la définition de la méconnaissance. Et on doute de soi, on commence à douter de soi, on se veut autrement, on se fait des reproches à soi-même, on devient exigeant par rapport à soi, et on n'y arrive pas, et on s'empêtre là-dedans, et on reste dans la relation, on s'y maintient, et on s'enfonce, jusqu'à un moment donné où on n'en peut plus. Soit on implose, c'est-à-dire imploser, c'est soit le corps qui va somatiser, c'est de l'autodestruction, hein, le corps, ou des troubles de l'humeur, ou des troubles du sommeil, enfin vous allez avoir des troubles qui vont apparaître, ou des troubles du comportement, voilà. Soit vous allez vous imploser, soit vous allez exploser. Donc l'explosion, c'est la réponse d'attaque, vous devenez agressif, irrité, irritable, pour un oui, pour un non, vous êtes hyperactif, enfin bref, vous commencez à vous désorganiser, que ce soit sur vous ou sur l'autre. C'est une forme de violence par rapport à soi, hein, si vous êtes en mode implosion, et violence par rapport à autrui quand vous êtes en mode explosion. Et là, c'est pas forcément mieux, parce que ce sont des comportements qui sont pas très sains, qui sont extrêmes, et qui partent d'un endroit où souvent on se perd dans la relation. Comme on se déserte, très souvent c'est la problématique de la relation, notamment dans une forme d'attachement trop fort, ou une forme de dépendance à l'autre comme ça, où on donne tout le pouvoir à l'autre. Alors à ce moment-là, quand on se perd dans la relation, on ne s'aime plus assez pour dire non, on ne s'aime plus assez pour s'écouter, et on répète inlassablement donc des schémas qui mènent des fois à des choses assez graves. Hein. On peut mourir d'amour, ou se faire très mal en amour. Moi, je travaille en ce moment sur le burn-out amoureux. Enfin, je retravaille parce que j'ai écrit un livre dessus. Et pour être en pleine histoire
burn-out moi-même, amour et professionnel. Je peux vous dire que oui, quand je dis ça, je ne dis pas ça à travers tort et à travers. Je dis parce que je passe par là et je sais que ça peut, voilà, on peut vraiment souffrir et se mettre très très mal dans des histoires d'amour, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut exploser et imposer En même temps. Voilà, la même personne par moment? Est-ce que c'est possible? Oula, il y a plein de. C'est l'un ou l'autre. Pas trop cadré, ils me disent. C'est cadré là maintenant? Ça marche. Ok, est-ce que, répète? Est-ce qu'on peut exploser et imposer simultanément ou faire la même personne, quoi? Imploser, exploser. Oui, tu peux imploser, exploser. Tu peux et somatiser ou te faire violence sur toi et par moment exploser sur l'autre si tes réflexes sont des réflexes d'attaque et pas des réflexes de fuite. Selon votre profil, vous avez soit appris comme stratégie de défense quand vous n'êtes pas bien, soit attaquer, donc partir en mode agressif sur les autres, soit en mode j'évite les conflits et je retourne l'agressivité vers moi. Donc là, je vais imploser. Voilà. C'est deux formes différentes et des fois, il y a les deux formes qui apparaissent. Là, c'est que vraiment vous n'allez pas bien. Vous êtes posé, vous explosez. C'est que vous êtes un peu au paroxysme de tout ce que vous avez tenté. Et comme rien ne marche de tout ce que vous tentez, bah, au bout d'un moment, à vous maintenir dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous et de s'oublier comme ça. C'est pour ça que je parle de manque de confiance en soi. Je ne me fais pas confiance. Je ne m'écoute pas assez. Je n'écoute pas assez les petites voix en moi qui me parlent et qui savent très bien ce qui est juste pour moi. Mais je leur donne pas de l'importance en fait. Hein. Donc en général, intuitivement, si vous regardez bien, on sait depuis assez tôt dans les débuts de relation, vous avez les infos. Vous savez où vous allez mettre les pieds, n'est-ce pas? Mais il y a des zones aveugles. Hein, on ne veut pas trop les écouter, on se dit oui mais bon, il est charmant, elle est charmante, ah mais je l'aime et c'est tellement formidable ce que je vis, il me donne à vivre des moments inoubliables, c'est un goût tellement bon, exquis, etc. que je ne veux pas me passer de ça quoi. Hein, donc je passe outre ces petites voix, ces informations et je continue. Moi, je me souviens avoir fait une tentative de rupture parce que je savais dès le début que j'allais ramer, j'étais frustrée sexuellement et en plus j'étais jalouse un peu. Donc je me suis dit, je pense que je vais ramer, mais il était tellement charmant, mon dernier compagnon, etc., que j'ai quand même resté. Je me suis restée. Bon, je suis restée 8 ans. Mais ça, c'est souvent le cas. Enfin, je raconte mon histoire à moi, mais c'est souvent le cas, quoi. C'est souvent le cas où on s'écoute pas vraiment, ces petites voix, ces informations qu'on a. On fait comme si c'était pas grave. Comme si, oui, on va gérer par amour. Alors, c'est ça le truc. C'est l'amour dépasse tout. L'amour règle tout. Notre amour va nous faire nous changer, nous transformer. Et c'est pas faux parce qu'il y a dans les débuts de relations comme ça, il y a une forme de cocktail chimique. Vous savez ça. Il y a un déversement d'opioïdes qui font qu'on est shooté en fait. C'est comme de l'opium. Et donc on sent pas, il y a des choses qu'on sent pas. Il y a donc des zones aveugles. Et même après, une fois que vous êtes attaché, le problème c'est qu'une fois que vous êtes attaché et qu'il y a l'ocytocine qui apparaît, c'est plus dur de se détacher vraiment de rompre une relation quand il y a vraiment un attachement qui s'est engagé en fait et quand l'autre s'est engagé avec vous. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'enjeux dans la relation après que dans les débuts, parce que souvent dans les débuts vous connaissez pas la personne et vous vous sentez plus libre de vous lâcher, voire d'être rejeté ou d'être pas aimable, on se lâche beaucoup plus dans les débuts de relation qu'après. Quand on commence à être attaché avec un compagnon et qu'on se croit en couple, on se dit en couple officiellement ou en relation principale, et là on se rejoue tous les enjeux des blessures de l'enfance. Alors que dès que vous vous dites pas en couple, quand c'est léger comme ça, vous mettez moins d'enjeux, ça réactualise moins les blessures de l'enfance, c'est-à-dire les relations primaires à papa-maman. C'est ça qui se rejoue, hein, c'est ce qui s'est transféré dans les relations d'adultes, transfère nos papas et nos mamans et nos histoires avec nos papas et nos mamans, et du coup, on se fait souvent souffrir avec ça, quoi. On se recogne la tête. Ouais. En passant à nos histoires, on a l'impression que c'est
papa ou maman qui est tellement grand ou tellement important. C'est ça. C'est juste Non, si quand tu manques de confiance en toi, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, quand tu manques de confiance en toi, tu vas forcément, toi, être en position moins et lui en position plus. D'accord? Donc il y a un décalage de niveau, c'est-à-dire toi, tu te vois moins que l'autre. On appelle OK moins plus. Et dans ce décalage, tu vas donc projeter une image qui est évidemment pas la réalité. Tu vas projeter une image de grandiosité, c'est-à-dire l'autre devient plus que toi, plus fort, plus intelligent, ses opinions comptent plus que les tiennes. Il y a une déformation du prisme. Vous accordez crédit à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est vrai. Quand vous perdez confiance en vous, vous êtes en moins plus. Vous, ce que vous dites, même si de temps en temps vous menacez comme un roquet, comme un petit roquet en disant oui, mais non, je me défends, je me justifie, ce que tu dis c'est pas vrai, mais au fond de vous, c'est comme si vous y croyez pas à ce que vous pensez. Par contre, quand on perd confiance comme ça, on crédite ce que l'autre dit. On écoute ses arguments et on finit par croire à ce qu'il dit. Ce qu'il dit c'est vrai, ce que je dis moi c'est pas vrai. Même si c'est douloureux pour soi. Même si c'est surtout, on a beau attaquer très souvent, se mettre en colère et dire non, c'est pas vrai, je me justifie, je ne suis pas comme ça, je ne crois pas ça. Mais en fait, dans le fond, vous prenez pour argent comptant, vous cautionnez ce que l'autre dit, parce que c'est comme si ces arguments sont plus vrais que les vôtres. Et ça renvoie directement, il faut que je vous explique ce mécanisme, parce que c'est important de le comprendre, ça renvoie directement à l'enfant petit, avec donc ses parents, qui, quand l'adulte faisait des conneries au niveau pédagogique, par exemple, il ne venait pas consoler l'enfant quand il pleurait, ou il l'engueule quand il a des mauvaises notes, il le sermonne pour un oui, pour un non, des choses comme ça, et ben l'enfant, il peut jamais se dire que c'est lui c'est l'adulte qui fait faux, qui est pas correct. L'enfant, immédiatement, n'a pas à disposition cette élaboration. Il n'a pas l'âge d'élaborer comme ça. Donc, lui, il prend pour lui, il se dit, c'est moi le responsable. C'est moi ici qui fais faux. Il est incapable de se dire, c'est l'adulte qui fait faux. Donc ça reste chez... Non, c'est juste pas possible pour l'enfant de se dire... Et puis, il y a le lien d'attachement aux parents qui fait que l'enfant est attaché à son parent. Donc, il n'a pas du tout envie de discréditer son parent parce que s'il le discrédite, à ce moment-là, il perd le lien et il ne peut pas survivre. Il est dépendant du parent. Donc, pour ces deux raisons, il est obligé de se dire que c'est lui qui fait pas vrai, pas juste. Il fait pas correct. Donc, il prend toute la responsabilité sur lui, ce qui va rester en trace dans vos relations amoureuses après plus tard, en vous disant, c'est moi qui fais faux. Quand vous doutez de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de vos arguments, même si vous vous justifiez, puis après vous commencez à douter en disant, mais non, peut-être qu'il a bien raison, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Voilà. C'est que il y a une non remise, il y a un défaut, c'est je m'accuse, je crois que c'est moi qui fais faux ici. Ça peut être aussi de croire que je suis capable de supporter tout ça. Alors c'est aussi ça, ouais. C'est ça aussi, oui. Cet ordre-là. Oui, ça peut être ça peut être aussi, c'est ce qu'on appelle des méconnaissances. Dans la liste des méconnaissances, donc méconnaître, c'est minimiser, c'est faire une forme de déni. Donc c'est par exemple se dire je gère. C'est les superwoman et les superman. C'est pas de problème, moi je peux encaisser. De toute façon, alors ça peut aller aussi avec le côté perfectionniste ou persévérant. C'est j'ai envie je me suis donné comme objectif, comme mission de dépasser les obstacles. Je serai là, coûte que coûte. Moi, je suis forte. Et donc, je vais pas me laisser embarquer sur des petits... Je peux gérer. Je peux supporter, je peux gérer, même pas grave. Je vais me débrouiller pour quand même pouvoir gérer. Moi, c'était l'histoire de la jalousie. Je me dis, mais non, mais moi, je gère haut la main. Là, je sais faire je sais faire, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai plein de stratégies qui marchent. Et c'était pas faux. Mais en même temps, c'était méconnaître le fait qu'en fait, j'étais en stress en réalité. Je voulais pas voir ce stress. J'avais pas envie, ça m'arrangeait pas. Parce que le voir vraiment en face, ça menaçait la relation. J'avais pas envie de la menacer. Et donc, à ce titre-là, on va supporter parfois des choses qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on ne peut pas les supporter. C'est-à-dire, ne pas pouvoir, c'est l'organisme
C'est la physiologie qui ne peut pas gérer, en fait. Supporter l'insupportable. Supporter l'insupportable, alors qu'à un endroit, vous allez avoir à un moment donné le corps qui va vous donner des signaux d'alarme. Parce que quand vous écoutez pas votre corps, il vous rappelle à l'ordre et il va commencer à vous donner des signaux comme quoi, ben non, vous gérez pas si bien que ça, quoi. Hein, que vous tolérez des choses que vous ne devriez pas tolérer, qu'il y a trop de stress, trop de surchauffe dans cette relation, pour vous en tout cas, et que vous n'êtes pas en contact avec vos limites, en fait. Vous les minimisez. Et ça, c'est lié soit à un côté soi fort, ce qu'on appelle un soi fort en vous, une injonction comme quoi dans la vie, oui, voilà, on peut gérer, on peut passer les difficultés, on retrousse ses manches et puis hop, on y va, on y croit. Hein. Vous prenez pour des héros ou des héroïnes, vous craquez pas, puis après vous effondrez. Voilà, burn-out d'accord. Mais certains, ouais, ont tendance à avoir un soi fort assez costaud ou un soi parfait. Donc un soi parfait, c'est une autre injonction qui est de l'ordre dans la vie. Je me dois d'être parfaite et donc j'ai pas le droit à faire des erreurs et donc je me blâme et c'est moi qui fais pas assez bien, comme je disais tout à l'heure. Donc j'ai dû faire des erreurs et donc je vais au lieu d'accuser l'autre, souvent le soi parfait. Il va accuser l'autre, mais il va s'accuser soi aussi. Il va se dire, j'ai pas fait assez bien, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. La prochaine fois, je ferai ça. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on s'améliore. On peut tout dépasser hein, dans une relation. On peut se transcender, se dépasser. Voilà, je vais me dépasser, des choses comme ça. Donc ça, c'est du soi parfait avec des croyances un peu grandioses comme ça. Hein. Donc l'idéal du moi, qui est je me fixe des idéaux très élevés sur moi, ça fait pas du bien, parce que dans la réalité, on les tient pas. Et on voit pas, le problème c'est que c'est comme si vous étiez plus en capacité d'observer cet écart entre le réel et l'idéal. Je me fixe un idéal que je ne peux pas tenir, mais je n'arrive pas à le voir. Vous parlez que de jalousie là. Non, pas du tout. Alors là, je suis complètement dans la généralisation de. Ça peut être sur des problèmes d'argent, ça peut être sur des problèmes. Ah non, ça peut être sur n'importe quoi. Hein. La méconnaissance, elle peut être sur n'importe quoi. Je méconnais que je peux pas soutenir cette relation. Ça peut être, je sais pas. Ce matin, j'avais le cas d'une patiente qui n'arrive pas à mettre ses limites, par exemple. Elle se sent envahie par son partenaire. Et elle est tellement amoureuse qu'elle n'ose pas lui dire pour pas le blesser, tu vois, ça c'est l'altruiste. Hein. Donc dans chaque profil, on va voir que y a une manière de pas se faire confiance. Donc ici, dans ce cas de figure, c'est l'altruiste qui croit que si elle dit non à ce partenaire, qu'elle lui dit je veux pas vivre toute la semaine avec toi, je veux me garder 3 jours toute seule, elle va le blesser et que il va s'effondrer, qu'il peut pas gérer quoi. Je me fais réfléchir, je dis mais attends, c'est un adulte, et pour un adulte, c'est bien aussi de les frustrer parce que comme ça, ils sont en capacité justement d'être en contact avec leur moi adulte et de trouver des options. Mais si tu te mets à sa place et tu ne dis pas ce que tu veux, ce que tu as besoin, déjà c'est parce que tu crois que tu ne peux pas obtenir ce que tu as besoin, et tu te mets à la place de l'autre, hyper en pâte, et tu subodores que lui, il va être tellement vexé comme un pou, tellement mal, qu'il va s'effondrer si tu lui dis que tu veux 3 jours toute seule. Non. Je veux dire, même s'il fait la gueule, c'est pas grave, il va gérer. Parce que c'est encore une méconnaissance que l'autre n'est pas capable de gérer tes limites. Donc mettre un non, mettre un stop, c'est reprendre confiance en soi. Mettre un non à l'autre, c'est être en contact avec ses limites, ses besoins. Et c'est aussi se positionner, et n'oubliez pas que quand vous vous positionnez, en étant vraiment ferme avec voilà, ça c'est important pour moi, et c'est pas négociable, ça la différence, hein, les limites, c'est pas négociable, c'est la différence entre ce qui est négociable et ce qui l'est pas, ça c'est pas négociable. J'ai besoin de mes 3 jours pour moi, sinon je vais te le faire payer n'importe comment, parce que c'est ce qui se passe. Si elle le fait pas, parce qu'elle veut le préserver, alors à ce moment-là, à un moment donné, elle va lui faire des coups bas. Mais genre, ça peut être à ce cas-là aussi la peur qu'il la rejette. Si, c'est la peur qu'il fasse la gueule, qu'il soit fâché, qu'il la rejette, ou ici c'était qu'il soit blessé. Mais bon, peu importe, à la limite, c'est un peu la même chose. C'est se mettre à la place de l'autre et anticiper sa réaction par identification. C'est comme si je me projetais que si moi on me le fait, on me faisait ce coup-là, je serais mal. Soit je serais fâchée, soit je serais blessée, soit je m'en remettrais pas.
Mais non, c'est pas des petits, hein. Vous avez en face des adultes qui, quand vous mettez des limites qui sont pas négociables pour vous, sont soit en capacité de gérer et de trouver des options, soit ils sont pas en capacité de gérer, et à ce moment-là, en tant qu'adulte, ben on se sépare. Mais on se sépare parce que c'est pas compatible, c'est juste pas négociable. Et c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est comme ça, c'est ce qui est. Mais c'est mieux que d'entretenir une relation où vous perdez confiance en vous, où vous mettez pas vos limites hein, qui sont raisonnables pour vous, parce que sinon votre organisme il en prend un coup, émotionnellement et physiquement. Donc vous prenez des risques par rapport à votre intégrité. Vous maintenez dans des relations trop longtemps. Vous faites des allers-retours, vous rompez, vous revenez, vous rompez, vous revenez. Vous faites yo-yo comme ça. Et puis à un moment donné, vous perdez beaucoup d'énergie. Donc à force, le stress augmente. Vous n'avez plus d'énergie et ça se finit en autre boudin l'histoire. Donc être en capacité de mettre ses limites, ne pas méconnaître, c'est hyper important de s'écouter et de se faire confiance par rapport à son intuition, par rapport à ses petites voix, par rapport à ses observations. Qu'est-ce que j'observe de mon stress? Est-ce que je fais genre c'est pas grave, je vais gérer, ou ça va s'arranger, il m'aime, ça va s'arranger. Alors, l'amour, là-dedans, ça veut rien dire, hein. C'est pas l'histoire, c'est pas des problèmes d'amour. L'amour, c'est un mot qui veut rien, qui quelquefois vous l'utilisez à mauvais escient. L'amour ne résout pas tout. C'est des problèmes de besoins. Moi, j'ai des besoins qui sont pas négociables et c'est comme ça. Voilà. Toi, tu as des besoins qui sont pas les mêmes selon. D'abord, on évolue en fonction de nos envies, de nos besoins, de nos désirs. Et puis voilà, si les miens, c'est pas les tiens, bah, c'est ok, quoi. Enfin, c'est comme ça, de toute façon. Donc, c'est important de bien se connaître quand on est en relation amoureuse, de savoir jusqu'où on peut aller, quelles sont nos limites. Parce que si on se connaît mal, on fonce tête baissée dans des relations où on se perd, on se fait souffrir et on répète des schémas inlassablement. Parce que tant que vous n'avez pas compris, la vie vous resserre le même plat. Hein. Vous avez remarqué, sous une autre forme. Le partenaire a un peu une autre tête. Super, youpi, je repars dans la relation, ouais, à nouveau, tout, c'est bien, mais c'est pas du tout le même qu'avant. En fait, peu de temps après, un an après, oh, c'est le même plat. Ça avait l'air de... Non, c'est le même plat. Donc, très souvent, quand vous n'avez pas compris, on vous resserre le même plat jusqu'à ce que vous compreniez, quitte à vous abîmer ou à vous détruire dans l'histoire. Hein. En fait, ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui est important, c'est de voir jusqu'où vous vous retraumatisez et jusqu'où vous avez compris la leçon, c'est-à-dire la leçon générale, c'est vos limites et de vous respecter dans la relation, de vous écouter, quitte à passer un moment seul en célibataire, et d'arrêter d'avoir peur, parce que ça aussi, pourquoi les gens restent dans des relations où ils ne se font pas confiance, c'est parce que très souvent, pas tous, hein, ils ont peur de la solitude. Alors qu'en tant qu'adulte, on peut imaginer que, bon, voilà, on ne va pas mourir dans une solitude. Enfin bon, en plus, à chaque fois, je confronte mes patients, même moi quand ça m'arrive, en me disant, mais attends, la solitude, est-ce que c'est une grande solitude avérée? Excuse-moi, enfin, si vous bossez ou si vous êtes, bon, on est un peu confiné, mais enfin, on peut toujours s'appeler, on fait une petite réunion, bon, bref. Donc, il y a quand même moyen d'être en communication avec des autres adultes. Mais c'est comme si on revenait à l'état enfant, avec un grand vide existentiel, comme si on était petit, et on se revenait dans un espèce d'imaginaire, comme quoi on va se dissoudre dans l'univers si notre partenaire n'est plus là, ne nous soutient plus, ne nous aime plus, on va être tout seul, alors qu'en fait, on a déjà vécu des expériences. C'est bizarre. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Je disais quoi? Ah oui, le vide, la peur de la solitude, le vide existentiel, ouais. Ouais, le vide existentiel, c'est souvent ce qui nous empêche de réfléchir raisonnablement, intelligemment. Donc là, on ne se fait pas confiance, on reste dans la relation, qui peut être toxique d'ailleurs, et on ne veut pas le voir parce qu'on a peur de redevenir des petits qui se dissolvent dans l'univers. Et certains ont beaucoup de mal avec le vide existentiel. Un jour, je donnerai un atelier sur la problématique du vide, mais c'est vrai que parfois, c'est vraiment problématique, cette histoire de vide existentiel. Donc, tant que vous n'avez pas eu une expérience d'adulte, vous pouvez tolérer des moments de vide, des moments de solitude, où vous apprivoisez la solitude, vous vivez vos relations comme un mendiant et non pas comme un empereur ou une impératrice. Et donc, c'est très dommageable. D'accord ? Ça, c'est important de l'entendre. Ça, c'est souvent aussi un distinguo que je fais.
Quand vous ne faites pas confiance dans la relation, vous êtes un mendiant, vous arrivez en mendiant, qui était 3 miettes. Enfin, si je peux le faire, hein, ça m'arrive. Hein. Et l'idée, c'est de passer du mendiant à l'impératrice ou l'empereur, vers l'endroit où vous savez que vous êtes prêt à perdre l'autre. Vous êtes prêt à passer dans la solitude, à quitter l'autre. Est-ce que vous voyez que vous pouvez vous faire du mal dans la relation, donc vous dites non, ça c'est pas souhaitable pour moi. Et donc je préfère me mettre en retrait, ou me distancier, ou m'éloigner, ou prendre un temps pour moi, pour arrêter de me faire du mal, quoi. Me remettre sur mes bases, en fait. Donc ça veut dire être OK de gérer la solitude. Et curieusement, ce que j'ai pu repérer, c'est que même si vous avez fait des expériences de célibat, c'est-à-dire que bon, vous n'étiez pas... Voilà, ça s'est bien passé, et vous oubliez tout. C'est-à-dire que quand vous repartez dans la relation, c'est comme si vous aviez oublié que vous puissiez gérer la solitude. Donc, ça marche et ça repart. Hop, il y a des enjeux psychologiques qui sont tellement forts que c'est comme si vous aviez oublié que, non, être seul, c'est pas si grave que ça. Donc, et ça, c'est curieux, ce phénomène. J'ai déjà remarqué maintes et maintes fois, quand on est attaché fortement et dans des relations dysfonctionnelles, on croit qu'on ne va pas y arriver tout seul, alors qu'on l'a peut-être déjà fait et qu'on s'en est bien sorti, voire c'était même plus agréable. Mais c'est comme si on se rend compte que l'autre nous est indispensable, qu'il nous aime, que ce qu'il dit c'est vrai, qu'on en a besoin. Vous dites que l'attachement, c'est pas forcément quelque chose de très bon. L'attachement, c'est pas forcément bon. Il y a des attachements sains et des attachements très malsains. Des attachements très malsains, c'est des attachements qu'on dit symbiotiques, c'est-à-dire des attachements enfant-parent. Tu vois, on va projeter l'autre comme un parent, c'est-à-dire c'est comme si l'autre est censé nous soutenir tout le temps, est censé nous protéger, est censé nous aimer, est censé être notre confident, notre meilleur ami, tu vois, et tout sur lui, quoi. Donc ça, c'est des attachements où toi, tu te vis comme un enfant et que tu attends que ton partenaire soit un parent fort, en fait. Et à l'attachement, c'est difficile. Et d'ailleurs, si tu veux, au niveau de la sexualité, je termine, ça va s'écrouler parce que l'autre ne peut pas être une mère ou un père incestueux. Un attachement sain, c'est quand ces relations enfant-parent apparaissent de temps à autre, mais elles ne sont pas systématiques. Elles sont pas systématiques. C'est-à-dire que de temps en temps, il y en a un qui joue l'enfant et l'autre le parent. Après, il y a des moments des transactions adulte-adulte, et après, ça change. Il y a une mobilité des rôles. Mais quand c'est toujours le même qui se fait prendre en charge, ou qui projette que l'autre est le parent fort, celui qui doit être soutenant, etc., eh bien, quand c'est c'est toujours le même rôle, ça ne marche pas. Hein, parce que ça ne marche pas, c'est bancal en fait. Donc c'est des postures figées. Et dès que c'est figé ou fixé, ça nuit à la relation en fait. Donc ce sont des attachements qui ne sont pas très très sains. Mais bon, classique, hein, qui n'a pas joué des partitions comme ça dans la relation, c'est très très fréquent. Hein. Et quelle incidence sur la sexualité? C'est sur la libido que ça agit? C'est-à-dire que quand il y a de l'énergie mère ou de l'énergie père, si par exemple tu es une femme et tu projettes sur ton compagnon, homme, de l'énergie mère, c'est-à-dire, de l'énergie mère, c'est-à-dire quelqu'un qui est une bonne mère pour toi, et à ce moment-là, la sexualité s'écroule parce qu'il y a de l'énergie mère. Et donc, ton compagnon ne peut pas faire l'amour avec une mère, avec sa mère, etc. Donc, dès qu'il y a, quand vous mettez de l'énergie mère ou de l'énergie père, c'est-à-dire du maman poule, du papa poule, ça ne peut pas fonctionner, ça s'écroule en sexualité. On ne peut pas faire l'amour avec son parent. Hein. Donc, c'est incestueux. Donc, ça ne marche pas. Ça peut expliquer les complications de libido dans les couples. Ouais, ça peut expliquer les complications de libido dans les couples. Et cette chose-là ne s'installe pas d'emblée dans un couple. Hein? Cette chose-là ne s'installe pas d'emblée dans un couple. Non, au début de la relation, tu l'as pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas cette... tout de suite, tu ne te présentes pas en enfant. C'est rare que tu sais te prendre en charge. Tu vois, tu es dans les périodes de séduction, etc. Tu ne montres pas ton vrai visage. Et après se rejouent les scénarios de l'enfant. Selon les parents que vous avez eus, vous allez... Et selon le partenaire et comment il apparaît psychologiquement, vous allez rentrer dans des emboîtements parents-enfants. Et vous ne serez pas les mêmes avec les différents partenaires. Hein. On n'attire pas les mêmes partenaires à différentes époques. Quand vous avez compris la leçon, vous n'attirerez plus les mêmes partenaires. Donc vous ne rejouerez plus cette transaction enfant-parent ou parent-enfant, selon soit vous êtes sauveur, soit vous êtes plutôt victime.
à chercher de la protection, vous maternez, vous paternez. Donc, selon ce que vous avez pigé, vous ne rencontrerez pas les mêmes partenaires, donc ça ne fera pas la même chose par la suite. Ça, c'est important de comprendre ça aussi. J'ai pas trop compris au niveau sexuel, de projeter une énergie de mère. Oui, alors je répète. Donc, quand. Concrètement, c'est. Concrètement, si par exemple, je peux donner l'exemple, c'était au cas pour moi. Donc, j'avais tendance, avec ce dernier compagnon, à me comporter comme souvent, il aimait bien les femmes enfants, d'accord? Et moi, j'aime bien jouer à la femme enfant. C'est une de mes facettes, mais je peux en jouer d'autres, tu vois. Mais avec lui, je jouais cette facette. Et du coup, comme je jouais cette facette, il me soutenait, il jouait le papa poule. Donc, il jouait beaucoup le protecteur, il défendait mes droits, enfin voilà. Et lui, il se sentait utile, il adorait jouer ce rôle, et moi, du coup, peinarde, je me sentais super. Le problème de l'enfant, c'est que du coup, il projette que l'autre est un bon papa. Et donc, il devient indispensable. Tu lui confies le pouvoir. Comme si après, moi, en informatique, j'avais pu me débrouiller. Quand je vais faire s'il n'est pas là, il disparaît de ma vie, ça va être mortel. Et oui, et donc tu projettes du bon père, et donc si tu veux, c'est une transaction enfant-parent, tu vois. Et moi, j'étais par moment aussi, il ne peut pas faire l'amour avec une enfant déjà, c'est pas très sexy, hein, tu vois. Donc déjà, ça marche pas, tu vois. Effectivement, c'est pas terrible. Mais non, c'est pas terrible. Mais ça se joue souvent dans le côté psychologique. Quand vous êtes une bonne mère pour l'autre, vous jouez toujours la bonne mère. Si vous êtes une femme, vous jouez une bonne mère pour votre compagnon. C'est pareil. C'est du même ordre, tout ça. Donc en fait, le schéma qui est déjà établi entre deux personnes dans un couple se reproduit sous forme énergie et sexuelle, en fait. C'est ça. Ben oui, ça devient, tu vois, si tu es un enfant, dans un parent, c'est incestuel. C'est juste pas possible. D'accord. Voilà. Donc, en fait, la sexualité célèbre la parité homme-femme. Il faut un vrai homme en face d'une vraie femme. J'ai déjà dit dans d'autres conférences. Ça veut dire que c'est pas toujours symbiotique comme ça. Donc c'est pour ça qu'on demande dans les relations saines à ce que les rôles changent, soient mobiles. Quand c'est de temps en temps, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'ils vous soutiennent. Il faut pas que ce soit tout le temps dans la relation. Si c'est majoritaire, c'est un peu problématique. Ça veut dire que ça vous arrange de jouer cette partition, vous, le rôle de la femme enfant, par exemple, et lui, ça l'arrange. Chacun y trouve un bénéfice, si tu veux. Mais finalement, c'est pas du tout bénéfique parce que ça entretient des relations de dépendance. Puis voilà, c'est pas sain, quoi. Normalement, on est censé jouer plein de rôles, en fait. Voilà. Donc c'est classique, vous l'avez dans les familles traditionnelles, où il y en a un qui s'occupe des finances et l'autre il délègue les finances, ou je sais pas quoi sur la cuisine, ou je sais pas quoi, c'est des postures qui sont des transactions toujours enfant-parent. Et souvent il y en a un qui est petit, l'autre qui se prend pour un grand. Et le petit n'a pas confiance en lui en fait, il se croit pas assez autonome. Ce qui est bizarre parce que vous voyez très souvent que ça se joue que dans les relations amoureuses, et pas dans les relations professionnelles. Vous avez des personnes qui, comme moi, sont hyper professionnellement sûres d'elles et qui viennent, moi je suis plein de patients qui viennent me voir en disant dans la relation amoureuse, mais alors c'est pas du tout la même chose, quoi. Et oui, dans la sphère sociale ou dans la sphère perso, c'est pas pareil, il y a plus d'enjeux dans la sphère sentimentale parce qu'on rejoue des blessures de l'enfance. Ça n'a rien à voir, très souvent dans la sphère professionnelle, vous pouvez être plus à l'aise, ou bon, il peut y avoir des problématiques à l'autorité, mais quelque part, vous rejouez moins les liens d'attachement, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des histoires invraisemblables dans leurs relations amoureuses qu'elles ne vont pas vivre sur le plan professionnel. Voilà. C'est pas du tout étonnant. Alors je regarde un peu. Bon. Ouais, pas de... Alors, vous pouvez poser vos questions. Hein. Sinon, je continue. Qu'est-ce que j'avais dit aussi que ça peut aussi partir, on ne se fait pas confiance parce que ça peut partir aussi de l'idée qu'il n'y aura pas mieux ailleurs. Je ne vais pas trouver mieux. Voilà, ce partenaire, il est tellement formidable. C'est une croyance que souvent les personnes qui sont très attachées et qui n'ont pas confiance en elles se disent c'est je ne mérite pas mieux. J'ai déjà fait une conférence là-dessus. Je ne suis pas digne d'être aimée. Donc là, on va toucher le j'ai pas de valeur. Je suis quelqu'un qui n'est pas assez ceci, je suis un vilain petit canard, pas assez ceci, pas assez cela, j'ai des défauts, etc. Et donc quand je me déprécie,
eh bien, c'est sûr qu'il y avait une croyance qui est reliée, qui est déjà que celui-là il m'aime, alors déjà, et qu'il le dit, même si c'est compliqué, mais je vais probablement pas trouver mieux à mon âge, ceci, cela. Enfin, vous entendez plein de trucs, et puis je suis pas assez comme ci, pas assez comme ça. Donc cette croyance, qui est très limitante d'ailleurs, qui est cette croyance que je peux pas trouver mieux, est une manière de se massacrer en fait. Une manière de douter de soi, de douter de sa valeur, et c'est d'un classique, vous pouvez pas imaginer. Là, c'est vraiment une problématique archi classique, qui est je crois que j'ai pas assez de valeur. Alors pourquoi ceci existe, le problème sur la valeur? Parce que de nouveau, ce sont des enfants qui n'ont pas été assez encouragés, pas assez flattés, et donc ils n'ont pas, ou maltraités, on les a, ils ont pu être maltraités, et donc ils n'ont pas été assez soutenus, et du coup, ils croient toujours pas en leur valeur. Ils se disent, je suis pas quelqu'un de bien, je suis une mauvaise personne, même si ça se voit pas, ça n'apparaît pas, donc ils peuvent être timides, ou inhibés, ou se mettre en retrait quand d'un coup ils devraient prendre la parole. Donc il y a une partie qui veut y aller, il y a une partie qui freine des cas de fer, parce qu'elle se dit je suis pas assez bien, moi je vais dire une connerie, je vais dire comme quand on a 4 ans, je vais dire une bêtise, donc je parle pas. Et tout ça, ça n'a pas le temps de s'analyser, parce que c'est dans le cerveau reptilien. Parce que comme petit, ça a été engrammé, soit ils se sont fait engueuler par le parent ou par les profs, comme quoi c'était pas bien ce qu'ils faisaient, donc c'est internalisé, et il suffit qu'ils soient en face d'un partenaire qui juge admirable ou intelligent, etc. Donc ça repart pour du moins plus, et donc ils vont se dire, moi je suis pas assez ceci, ils n'ont pas le temps de se le dire que déjà ils s'inhibent. Donc ce j'ai pas de valeur, quand il est installé dans le disque dur, il est enclenché sans arrêt. Donc là, c'est plutôt travail de thérapie, parce que tout seul, il faut y arriver, mais il va falloir vraiment mettre le paquet pour renforcer le moi. Alors, essayez les trucs de coaching, là, quand ils vous disent 10 fois par jour, vous mettez un cahier, ou le soir, vous faites un cahier, je suis fière de moi parce que j'ai réussi ceci, cela. C'est ce qu'ils disent, truc de coaching, vous pensez positivement, vous reconnaissez vos qualités, vous les écrivez partout, je suis tout moment de positivisme. Là. Il y a peut-être des gens aussi qui accomplissent des trucs que personne ne croyait possible et ça peut changer la donne. Ouais. Alors déjà, ces recettes de cuisine marchent un peu, mais pas tant que ça. Et puis, ce que tu disais, oui, être fier de ses exploits, c'est ça? Personne ne croit, du coup, ça casse tout. Quand on réussit quelque chose. Ouais, dans les faits, factuellement, comme vous êtes en train d'expliquer, le moins plus, quoi. Quand on a toujours été dans un truc comme ça, une fois qu'on réalise quelque chose que personne ne croyait. Ah oui, oui, ça c'est quand mais ça veut dire qu'on change une expérience. C'est-à-dire on crée une expérience où, au lieu de s'inhiber, on réussit. Et donc, quand on réussit une fois, j'avais le cas d'un des patients l'autre jour, qui n'osait pas montrer ses faiblesses, c'est plutôt l'alpha. Je ne dois pas être vulnérable, je dois montrer toujours que je suis fort, etc. Donc dans la relation, en tout cas amoureuse, il est absolument pas authentique. Donc en fait, il s'ennuie, et puis il séduit, puis c'est donjon, quoi. Hop là, il s'ennuie, il n'est jamais authentique, donc il se fait souffrir tout seul avec ça. Donc avec l'expérience où il a pu être authentique avec moi, et après ça s'est transposé dans sa sphère amoureuse. Il a osé être authentique, donc oser montrer entre guillemets ses faiblesses qui n'en sont pas. Enfin, pour lui c'était énorme. Et donc du coup, une expérience étant réussie parce qu'il n'y avait pas de danger à montrer sa vulnérabilité, il s'est fait plutôt accueillir, ça touche, c'est touchant quelqu'un qui dit ce qu'il est. Donc voilà, donc du coup après il a arrêté de jouer ce côté je montre pas, mais enfin je suis pas authentique, je montre rien, je séduis, mais en fait je parle pas de moi, quoi. Donc voilà, donc une fois que ça marche, après ça marche, mais après en général c'est des expériences positives, c'est ce qu'il y a de mieux. Et bon, quand on croit qu'on n'a pas de valeur, on se raconte ça, on est persuadé qu'on n'en a pas. Il y a la honte qui arrive. C'est engrammé fortement. C'est très engrammé, on n'est pas de valeur. Le disque dur pour le reformater. Les choses qui sont engrammées, c'est
déjà en lien avec l'accueil sur Terre, est-ce que j'ai été accueillie que ça? C'est est-ce que je suis sur Terre, est-ce que j'existe? Comment j'ai été accueillie? Est-ce qu'on m'a accueillie correctement? Et puis après, c'est est-ce que j'ai ma place? Donc la place, c'est le sentiment d'avoir sa place ou de ne pas avoir sa place. On est sur la valeur. Est-ce que j'ai ma place et est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je mérite ma place au soleil ou pas? Donc ici, on est toujours sur ces questions de j'existe, mais je sais pas que je ne sais toujours pas aujourd'hui en tant qu'adulte que je suis quelqu'un de bien. Je continue de croire que je ne suis pas quelqu'un de bien, même si par moments on me le dit. Alors même si on me le dit, ça rentre et ça sort. Hein. Ça ne fait mais aucun effet. Alors plus en plus vous pouvez faire des compliments à quelqu'un qui est persuadé qu'il n'a pas de valeur, de toute façon il est persuadé. Donc ça le restaure un peu, mais pas tant que ça. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, cet adulte se valide intrinsèquement qu'il passe de j'ai pas de valeur à j'ai de la valeur. Donc il faut qu'il se reconnaisse lui-même, qu'il soit une bonne mère pour lui. Ça va être tout le travail de passer de j'ai pas confiance en moi à j'ai confiance en moi, c'est devenir une bonne mère pour soi-même. Vous ne pensez pas que la solitude est importante, là, justement, pour se recentrer sur soi? Ah si. Là, je pense que des moments, soit la thérapie, soit la solitude, qui est, je vais passer par un moment de reconstruction du moi, qui est, je vais vérifier petit à petit, ça c'est très progressif, hein, c'est même le chemin d'une vie, ça, d'être une bonne mère pour soi, et de se valider, et se valider, ça va être s'écouter, se respecter, ça va beaucoup avec prendre soin de soi. Tu vois, ou se faire bien à manger, prendre du temps pour se reposer, pour avoir une vie équilibrée en fait. Écouter ses besoins, écouter son rythme, s'écouter. Et être une bonne mère pour soi, c'est vraiment, ça se pose à tous les endroits. Et la plupart d'entre nous, on a l'impression parfois qu'on prend soin de nous, mais en fait on le fait pas. Hein, parce qu'on a des croyances comme quoi ça serait mieux à deux, ou on est mieux avec notre partenaire, ou je sais pas, on se fait des idées, mais c'est souvent mental. C'est pas du tout une écoute corporelle en fait. Donc il y a un décalage entre ce que l'on croit ou ce que l'on imagine et notre réalité intérieure. Il peut y avoir aussi peut-être des injonctions qui sont fortes. Oui, comme société, quoi. Ah oui, les normes, les injonctions. Dans la vie, il faut être à deux, mieux, on est plus fort. Pour quelqu'un de jeune, de plus jeune, après on fait un travail sur soi, on avance et on se détache de certaines choses. Enfin, pas forcément. Hein. Les injonctions sociétales, elles sont parfois très très fortes et on n'a pas toujours conscience qu'on est imbibé de ces injonctions sociétales. Mais il faut un certain recul déjà pour voir qu'on est imbibé de ça. Et on l'a vu sur l'horloge biologique, j'avais fait une conférence là-dessus, pour le fait de vivre en couple, de vivre célibataire. Enfin, il y a plein de normes sociales qui passent sans arrêt, dans lesquelles on est imprégné, on ne s'en rend même pas compte. Pas conscient de tout ça. Mais je pense que ce qui est le plus important pour être une bonne mère sur soi, c'est vraiment En fait, je pense que c'est l'écoute du corps, hein, du corps et de l'alignement, c'est-à-dire sentir que corps-esprit fonctionnent ensemble. Qu'on n'est pas décalé par rapport à ce que l'on croit, le mental, et puis la résonance corporelle, c'est-à-dire quelque chose où, de toute façon, on le voit, hein, si vous n'avez pas de troubles du sommeil, si vous n'avez pas trop de maux, de somatisation, si vous avez de l'énergie ou pas, voilà. Donc ça, ce sont des signes assez simples, en fait. Hein. Si vous sortez je sais pas, vous passez 2 jours avec votre amoureux ou amoureuse et vous sortez de là complètement pompé, peut-être un petit souci, quoi. Donc, toujours la même question, est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que je pars de là complètement vidée? Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, posez-vous la question. Et très souvent, il y a des zones, je rappelle qu'il y a des zones aveugles. Hein. Quand on ne se fait pas confiance, il y a des zones qu'on ne veut pas voir, il y a des méconnaissances qui apparaissent. Donc, ça va être important de se poser la question, qu'est-ce que je méconnais? Pourquoi je ne veux pas voir? Pourquoi je fais du déni? De quel endroit ça part de moi que je fais ce déni? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la source de ça? C'est ça qui est important de regarder. Hein. Une fois que vous avez constaté que vous faites du déni, de quel endroit ça part? Qu'est-ce qui se passe? On peut le faire seul, ce travail-là? En général, non. Peut-être vos amis vont... Mais alors, des fois, vous n'écoutez pas vos amis. Quand vous n'êtes pas prêt à entendre, ils vous disent des choses et vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne voulez pas l'entendre parce que vous êtes persuadé que sans cette personne, vous n'avez pas besoin de sortir, ou mais non, vous l'aimez, mais non, c'est pas vrai, mais non, vous en êtes loin, mais non, je ne sais pas quoi, vous racontez plein de trucs et vous ne voulez pas entendre autre chose que ce que vous voulez entendre. Quoi. Donc,
Après, personne ne peut vous sauver. Hein. Effectivement, ça c'est un travail qui se fait très souvent en thérapie, mais les gens ils arrivent en thérapie quand ils sont mal, et pas quand ils vont bien. Hein. Ils arrivent en catastrophe en général. Hein. Pas toujours, mais c'est quand ils arrivent, c'est un peu paroxystique. Donc voilà. Ouais, je cherche pas mal de trucs. Est-ce que vous avez des questions sur ou des témoignages quand vous manquez de confiance en vous? Alors attends, j'ai des questions ici. Est-ce qu'il est possible de renverser la tendance parent-enfant? Si on a été les premiers temps parents et l'autre enfant, est-ce qu'au bout de 6 mois, on peut remettre de l'équilibre? Ah oui, tout à fait. Oui, on peut remettre de l'équilibre dans une relation. D'ailleurs, c'est même conseillé, je dirais, de créer une mobilité, de se remettre en question et de pouvoir générer un changement pour remettre une respiration saine dans la relation. C'est-à-dire d'arrêter de jouer toujours le rôle de l'enfant et l'autre le rôle du parent. Hein. Ça, c'est sûr, ouais. Bah, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Du coup, dans la communication, par exemple, dans une relation, quand elle est saine, généralement, on peut dire facilement j'ai besoin de 3 jours, j'ai besoin de quelque chose, sans avoir peur que l'autre nous fasse payer directement. Enfin, je veux dire, quand on choisit quelqu'un, généralement, de toute façon, inconsciemment, on a quand même une idée à peu près, on va dire, je sais pas comment dire. Quand on choisit la personne, si on a un véritable échange, qu'on prend soin l'un de l'autre, généralement, est-ce que là, déjà, c'est pas déjà. Enfin, pour la confiance en soi, est-ce que c'est pas quelque chose Ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on peut avoir des très bonnes intentions. Je prends soin de moi, je prends soin de toi. Je pense que vous l'avez tous fait dans la relation. Partez avec des bonnes intentions. Et puis, nos scénarios se rejouent. Le schéma se répète souvent. Même si vous partez avec de très bonnes intentions. Je pense que justement, c'est là le début de faire attention à l'autre. Quand on voit, quand on arrive, enfin, si on s'est bien sûr confié honnêtement sur qui on est, les schémas qu'on a eus, enfin, les expériences de vie, la relation amoureuse qu'on a eue. Si l'autre voit justement qu'on lui a confié les schémas un peu, on va dire, négatifs qu'on reproduit, est-ce que c'est pas là déjà c'est une bonne idée, mais ça suffit pas. Non, bien sûr. Mais c'est une bonne idée, oui, c'est bien. C'est quelque chose qui peut aider à ramener de la confiance dans un couple. Oui. Dire à l'autre, t'es libre. Mais là, la question, c'est pas tellement quand moi je perds confiance. Ah oui, il y a un autre sujet. Quand je perds confiance dans la relation. Là, c'était quand moi je me fais pas confiance, ce thème de ce soir. Mais effectivement, si je me fais pas confiance, là, je fais pas confiance en l'autre. Mais vous voyez, du coup, dans une relation, quand on choisit quelqu'un, enfin après, si on fait, je parle pour moi du coup là, mais si on a envie de construire quelque chose de positif pour nous et avec l'autre, pour l'autre, de créer quelque chose ensemble, quoi, c'est pas important d'avoir confiance. D'avoir confiance en soi, mais même si on arrive avec notre manque de confiance en soi pour telle ou telle chose, de pouvoir compter, céder, l'altérité, quoi. Il y a quelque chose sur l'altérité qui est quand même importante. Alors n'importe comment, la confiance en soi, elle est jamais stable. Jamais, elle est jamais à 100% stable. Déjà, vous serez jamais quelqu'un. Ça n'existe pas chez une personne. Elle est fluctuante. Et donc effectivement, l'idée de se dévoiler, de donner les codes, c'est pour ça que j'avais travaillé sur les profils d'ailleurs, hein, de bien se connaître, de donner les codes à l'autre en disant voilà, je fonctionne comme ça c'est compliqué pour moi, ça c'est facile pour moi, etc. C'est une bonne idée. Ça ne suffit pas pour enrayer toutes les problématiques du couple. Bon, ça donne des codes, c'est quand même mieux. Mais quand tu parlais de confiance dans la relation, ça c'est un deuxième thème, mais moi je parlais de confiance en soi. Si je gagne confiance en moi, très souvent, ça va m'aider à augmenter ma stabilité intérieure, à me respecter dans mes limites, à ne pas partir en live en faisant n'importe quoi, n'importe comment, ni en étant dans un extrême de rigidité, parce que quand je peux être dans un ego hypertrophié et être sûr que j'ai raison, et de ne pas être empathique, ça c'est un excès. Hein. Alors c'est ni pas assez confiance en soi, ni trop confiance en soi, qui serait je suis sûr que j'ai raison, toi t'es nul, de toute façon, tout ce que tu dis c'est faux. Donc là c'est l'extrême inverse. Bien sûr. Ça c'est plus-moins, hein. C'est basculer du moins-plus. Normalement quand je me fais pas confiance, je suis dans un moins-plus. Quand je me fais trop confiance, mais là c'est de nouveau, c'est erroné, je bascule dans le mépris. C'est-à-dire moi j'ai raison, toi t'as tort. D'accord ? Donc on est de nouveau dans la communication violente et puis il faut examiner de quel endroit ça part que je passe dans le plus-moins. Très souvent c'est parce que aussi je me suis pas écoutée ou que je peux pas être empathique. Hein. J'arrive pas à être empathique, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. J'arrive pas à me mettre à sa place.
Et puis la troisième dynamique, c'est j'ai pas confiance en moi, j'ai peut-être pas confiance en l'autre, donc je perds confiance dans la relation. Et une relation ne peut absolument pas fonctionner s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de confiance dans la relation. Donc même si vous avez été trahi, s'il y a eu du mensonge, s'il y a eu je sais pas, des frustrations, s'il y a eu des choses difficiles, tant que vous avez, le jour où vous perdez confiance et que vous ne remettez pas les pendules à l'heure, à zéro, vous avez perdu la confiance et que vous n'arrivez pas à remettre les pendules à zéro, c'est mort, la relation elle est morte, elle va capoter. Une relation, c'est obligé que les deux partenaires aient confiance dans la relation, confiance dans l'histoire de la relation. S'il n'y a pas de confiance, si vous ressassez le passé et vous le remettez sans arrêt sur le tapis, avec du ressentiment, oui mais c'est passé ça, il y a 2 ans, il s'est passé ça, et donc tu m'as trahi, donc tu vas me trahir, mais attendez, et que l'autre vous dit non, je m'engage à ne pas le faire, et que vous ne voulez pas le croire absolument, si vous faites ça, c'est mort. Vous allez envahir la relation avec vos histoires de trahison d'il y a 2 ans, et vous ne voulez absolument pas croire à sa parole, donc on ne peut rien faire. Donc, les gens qui sont un peu parano comme ça, et parano dans le sens de la blessure à la trahison, ils ont beaucoup de mal à faire confiance après, une fois que la confiance a été, entre guillemets, trahie. C'est juste pas possible de rattraper le coup, ce qui va être délicat, parce qu'ils vont attaquer sans arrêt, ou interpréter sans arrêt, même si l'autre a changé, ils ne donnent pas de chance au partenaire d'avoir changé. Et ça, c'est bien compliqué. Donc ça, c'est plutôt quand je ne fais pas confiance à l'autre. Mais souvent, regardez, je termine ma phrase, je vous donne la parole, quand je ne fais pas confiance à l'autre, c'est que je ne fais pas confiance en moi. C'est en lien. Les gens qui attaquent et qui n'ont pas confiance en l'autre, très souvent, ça part de j'ai pas assez d'estime de moi. Projection. Ouais. À partir de quand on s'en aperçoit de ça? Parce que tout à l'heure, tu as dit que dans les premiers temps de la relation, c'était euphorique. Oui, souvent. Et donc, il y a un moment donné où cette euphorie, elle tombe, plus ou moins, suivant les cas. Ça peut durer 6 mois, 1 an, une chose comme ça. Les premiers signes, en fin de compte, où on part de ce moment de grâce, où tout va bien, où, en fin de compte, les premiers signes où on commence à déceler justement que on est sorti de là-dedans et que justement il faut faire attention. La désillusion, c'est la désidéalisation. C'est quand tu commences à voir les défauts que tu voyais pas. Et ils commencent ces défauts à te gonfler. Au début, ils ne te gonflent pas, toi. Ils sont là. Oh, c'est charmant. Oh, oui, c'est. Oh, mais c'est vraiment. Ça fait partie de ça, j'adore. Ça fait partie de ça, c'est qu'est-ce qui est charmant. Et là, c'est moins charmant, tu vois. Ce qui était au début et qui se fait plus à la fin, c'est là que ça. Ouais, c'est les défauts qui sont charmants sont plus charmants. Ils commencent à t'irriter. Il y a une blague comme ça où il y a une nana qui dit oh, mon nouveau mec, il est super, il joue de la guitare et tout, c'est génial. Puis tu vois, après, il a fermé sa gueule avec son banjo de merde. Tout se transforme. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ah bah ouais, c'est ça, c'est la désillusion. Ouais. Et juste, ça m'a fait penser ce que vous disiez sur les relations. C'est vrai que c'est amoureux, mais en fait, je retrouve les mêmes dans l'amitié et dans la famille, au niveau de la confiance. Oui. La relation ne peut pas être s'il n'y a pas la confiance pour les personnes très proches, en fait. C'est pareil dans les relations professionnelles, dans toutes les relations, s'il y a perte de confiance, eh bien, très souvent, la relation, elle se dilate. Ouais, c'est un peu logique. Donc, il faut remettre de la confiance. Il faut se débrouiller pour voir quels sont les besoins qui ont été passés outre. Les endroits où je t'ai pas respecté, où tu t'es pas senti respecté, ou alors les endroits où tu t'es laissé envahir, ou les endroits où tu as négocié, tu as cédé sur des choses que tu n'aurais pas dû céder. C'est ça en fait. En fait, c'est qu'est-ce qui était négociable, qu'est-ce qui n'était pas, et jusqu'où j'ai mis mes limites, jusqu'où je les ai pas mises. C'est toujours pareil. Est-ce que je dois me soucier de ma problématique, des limites que j'ai pas mis moi, et pas me soucier de l'autre, j'ai pas à m'en soucier. Si. C'est une histoire à deux, la relation amoureuse, vous n'êtes pas tout seul dans le bateau, je le dis tout le temps, donc tu ne peux pas ne pas te soucier de se soucier, pour moi, traduit, c'est mener l'enquête. C'est investiguer sur et moi c'est mes besoins, enfin c'est ça dont j'ai chacun parle de ses besoins, et l'autre de quoi toi tu as besoin, ou qu'est-ce qui te jusqu'où tu peux advenir que dans cette relation, jusqu'où tu peux aller dans cette relation, jusqu'où tu ne peux pas que ses besoins, ses envies aussi mettre ça à plat les deux, à mettre à plat, ouais,
mes besoins, mes envies, mes objectifs, mes projets, mes limites, ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je poursuis, pourquoi je suis en relation. Pourquoi je suis en relation avec toi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, jusqu'où je vais supporter, jusqu'où je vais me brimer. Et si l'autre ne parle pas de lui, il n'arrive pas. Et... Bah là, vous êtes un peu tout seul dans le bateau. Là. C'est compliqué, il faut lui tirer les verres du nez. Il faut voir pourquoi il ne veut pas parler. Tu vas parler ou tu lui mets la torche. Abracadabra. Tu vas parler. Donc s'il ne veut pas parler, c'est qu'il a peur. Eh bien, il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a rien à faire s'il a peur. Ben, faut aller parler de sa peur. Il faut le faire parler sur sa peur. Pourquoi tu as peur de parler De quoi tu as peur de parler parce qu'il y a une raison. Il a peur. Il a peur de ne pas être accueilli en général. D'être jugé, d'être critiqué, de ne pas être accueilli. Donc, c'est ça que tu vas pointer. Tu vas dire, tu as peur de ne pas être accueilli. Ah, très bien. Donc, tu aurais besoin de quoi pour te sentir accueilli? Que je t'écoute sans rien dire. Ok, je vais t'écouter, je ne vais rien dire pour dire, je te promets, je dirai rien. Mais il faut par contre que tu dises rien. Si tu interfères, c'est bon. Là, oui, il faut aller voir pourquoi l'autre il se ferme comme une carpe. Évidemment, c'est des histoires d'enfants qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas été accueillis quand ils étaient plus petits. Mais ils ont gardé ça. Donc ils ont toujours peur, soit de blesser, soit en général, c'est soit de te blesser s'ils disent la vérité, ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Soit que tu les juges et que tu les blâmes et que tu les rejettes en fait. Voilà. Soit de blesser, soit d'être blessé. Hein? Ils ont peur soit de blesser, soit d'être blessé. C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent pas grand-chose. Alors bon, c'est un peu compliqué de relationner avec des personnes qui disent pas grand-chose parce que c'est pas fluide en fait. Il faut toujours chercher à les tirer vers du nez. Mais au bout d'un moment, ça peut marcher si tu es assez diplomate et subtil en tapant juste sur qu'est-ce qui se passe derrière. Il faut faire le pied à longueur de Ouais, temps, c'est ça. aussi, Il faut avoir envie. Voilà. Ouais. Faut être motivé, Merci, on va dire. merci. Si vous n'êtes pas motivé, laissez tomber. Voilà. Pour voir si le jour en vaut la chandelle. On a suivi les on fait de la PNL. Moi j'ai eu un homme qui l'avait fait pour moi. Non, attendez, je parle. Je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai eu un homme qui avait fait ça pour moi quand j'avais 25-28 ans. Et ça m'a quand même vachement aidé. Parce qu'en fait, je ne disais pas le un quart de ce que je pensais. Moi, je suis la planquée. Hein. Donc, planquée, je vous rappelle, c'est celui qui ne dit pas la vérité parce qu'il a peur de ne pas être accueilli. Donc, il dit la moitié. Il donne une image. Mais c'est jamais vrai, en fait. C'est une belle image. Et j'avais un homme qui a fait ça pour moi, quand même. Qui venait me chercher tout le temps sur ce terrain-là et qui venait me sentir ce que derrière, quand je faisais un grand sourire, en fait, c'était soit j'étais énervée, soit Vous connaissez le spectre. oui, tout va bien, je suis vraiment contente. Hyper énervée, tu vois, un grand sourire, ou alors, ouais, tout va bien, puis je partais faire un truc. Donc, il vraiment, il disait, non, arrête de dire que tout va bien, je vois bien, enfin, je sais qu'en fait, derrière, il y a ça. Et comme c'était tout le temps vrai, ce qu'il disait, et que derrière, voilà, il ne faisait rien de ça, il n'utilisait pas, il n'y a pas de manipulation. Bah à ce moment-là, j'ai fini par me sentir, enfin, je me sentais accueillie. Du coup, je disais, ah bah oui, c'est vrai, t'as raison, je suis vraiment énervée. Alors, il disait, bah dis-le, c'est pas grave. Enfin, c'est mieux que tu dises que t'es énervée. Je sais pourquoi je t'ai énervée. Puis après, ça passait, tu vois. J'ai appris comme ça à oser dire. C'est pour ça que je suis en vérité maintenant, parce que je me suis rendu compte que, ben voilà, alors, la croyance, c'est l'enfant qui croit qu'il n'est pas accueilli. Et c'était vrai à l'époque par les parents ou les adultes de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins dangereux en tant qu'adulte. Même si l'autre te fait un peu la gueule, ou il est fâché, ou je sais pas quoi, il a une réaction, c'est beaucoup moins grave aujourd'hui. C'est un cadeau, une relation comme ça. Oui, c'est pour ça que vous pouvez faire le lien avec cette conférence qui est quand je ne me fais pas confiance, avec la conférence que j'avais donnée sur vivre en vérité. Parce que si vous vous faites confiance, vous osez beaucoup plus être vous-même face à l'autre. Vous avez beaucoup moins peur des réactions de l'autre, en fait. Des réactions. De toute façon, il y aura des réactions. Mais au pire, vous le perdez, et il faut être tranquille avec cette idée de le perdre. Tant que vous n'êtes pas tranquille avec cette idée de le perdre, vous courez à votre perte. Peut-être le pire, c'est mon absence de réaction. Si je ne réagis pas moi, je me fais mal. J'arrange pas la relation, et de toute façon, je me blesse. Ah ouais, je ne réagis pas. Oui, tu me blesses On pas. peut même être ancré au départ. Ouais. Bah c'est pas toujours le cas. On peut pas être toujours ancré d'ailleurs. C'est comme l'estime de soi. Il y a des moments quand vous sentez que vous perdez l'ancrage, la stabilité, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Faites un arrêt sur image.
Ou demandez à vos copines, vos copains, enfin ceux qui vous connaissent bien, comment ils vous perçoivent. Alors, soit vous pouvez les écouter ou pas, mais parfois c'est compliqué de sentir ce qui est juste. Dans les relations amoureuses, on perd vite sa stabilité parce que ça rejoue des scénarios d'attachement de l'enfance. Mais le corps peut parler, là. Le corps parle. Voilà. Mais si vous l'écoutez pas, Et ben voilà. il va finir par vous parler vraiment. J'ai fait un... Non, mais donc savoir Des si rigolades. on est pour être guidé, le corps parle quand même. Oui, le corps Ça, parle. Quand on se pose des témoigner. questions, qu'on est un peu dans le flou. des fois. Des fois, il crie, oui. Quand on sent Oui, qu'on dort c'est sûr, mieux, c'est sûr. qu'on est plus apaisé. En général, vous avez des troubles qui apparaissent. Des fois, au début, c'est un peu léger. Et puis, c'est quand même des scènes derrière. Puis après, si vous n'écoutez pas, ça s'aggrave. Si vous n'écoutez pas du tout, alors là, vous prenez cher. On peut mourir dans une histoire comme ça. On peut vraiment, C'est sûr. on peut se faire vraiment mal. C'est passionnant le décryptage aussi du message du corps. Que j'arrive à comprendre le message de mon corps, et en plus que j'arrive à agir quand je vois ces putains de messages. Quoi. Ben oui, mais écoute, pourtant moi qui suis expérimentée, je n'ai pas voulu les écouter, ces messages du corps, et j'ai eu... C'est comme si, c'est pour ça que je vous dis c'est terrible, parce que c'est cette méconnaissance, ne pas vouloir voir qu'en fait on n'est pas si bien que ça, et qu'on ne gère pas si bien que ça, et que ça nous met en stress. Des fois, il y a quelque chose qui nous empêche de voir qu'on ne se fait pas du bien dans la relation, quoi. Parce qu'il peut y avoir plein de bons côtés par ailleurs, hein. C'est pas tout noir, tout blanc, c'est ça l'histoire. Très souvent, on se dit, ah oui, mais c'est facile. Mais non, parce que ça peut être vraiment, il peut y avoir beaucoup de bons dans la relation. Des choses excellentes. Et voir des choses excellentes, très bienveillantes, très bonnes pour vous. Ça veut pas dire que l'autre, il est mauvais, ça n'a rien à voir avec l'autre, hein. C'est juste que peut-être qu'il vous correspond pas et que ça vous met trop en stress sur vos limites, qui sont les vôtres. Donc si ça rajoute du stress sur des choses qui sont déjà compliquées pour vous, parce que vous avez un parcours qui vous mène à ça, vous avez rajouté du stress sur du stress, à un moment donné, vous n'en pouvez plus, quoi. Et peut-être qu'avec une autre personne, ça matchera avec une autre personne, mais c'est peut-être pas fait pour vous, tout simplement, quoi. Moi, ça veut dire qu'il y a un couple à 100%, ça existe. À 100% quoi? C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a une partie des choses qui vont bien, est-ce que il faudrait changer de partenaire pour trouver quelque chose de mieux, d'accord? Ça veut dire quoi la finalité? Ça veut dire Non, que c'est pas ça. tout est bon? Non, c'est pas ça, tout peut être bon, mais là, je parle des choses qui sont pas négociables, tu vois. C'est vraiment là où tu peux pas gérer. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Donc, comme moi, je me disais capable de gérer la jalousie de l'autre, bon, ça va. Ce qui n'est pas faux non plus, mais c'était pas vrai non plus, par exemple. Ou je peux gérer le fait qu'on n'ait pas la même façon de voir l'éducation des enfants, ou que, je sais pas, il y a plein de thèmes sur lesquels on parle. Oui, Un dépensier, un qui n'est pas. Un dépensier, un qui l'est pas, un qui est du soir, l'autre qui est du matin. Enfin, il y a plein de décalages comme ça. La différence d'âge, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent nous décaler. C'est comme si dans la vie on voulait tout, en fait, c'est impossible. Ouais, c'est comme si on veut C'est tout, mais impossible. si tu veux, quand c'est négociable, quand ça te coûte pas trop cher par rapport à... D'ailleurs, c'est le corps qui parle. Quand ça veut dire que c'est gérable, et que c'est vrai que c'est gérable. Quand ton corps il commence à crisper, tu commences à moins bien dormir, et que ça dure, que tu commences à être en stress, avoir mal au et voilà, taper des infections, avoir des problèmes de peau, avoir des problèmes de tout ce que tu veux, d'infections urinaires, bon, bref, vous somatisez comme vous voulez, ou alors vous êtes en mode hyper agressif sur tout et n'importe quoi. Donc là, ça veut dire qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que là, vous touchez vos limites. Voilà. Parce qu'un couple, c'est jamais à 100%. Il y aura toujours des obstacles. Donc, il y a toujours des compromis, des adaptations, des réajustements, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. C'est mouvant. Ça, c'est normal. Mais quand vous vous tapez dessus, ou que l'autre se trouve... Ouais, qu'il y en a un qui est vraiment en souffrance et que le corps parle, là, c'est rédhibitoire. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut faire un arrêt sur image. Là, je vous conseille de faire une thérapie pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, que ça bug. Surtout si vous vous maintenez dans des relations comme ça. Là, c'est qu'il y a un truc qui se joue que vous ne voyez pas, et c'est pas votre faute, hein. Arrêtez de vous culpabiliser, comme quoi vous ne faites pas ce qu'il faut, comme quoi vous êtes nul, comme quoi vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des zones invisibles qui vous accrochent. C'est pas votre faute, on ne fait pas exprès. On est tellement pris par nos conditionnements d'enfance, on est possédé par nos conditionnements, je le dis toujours, et donc on n'est pas, c'est pas une histoire de volonté. C'est beaucoup plus simple ça.
Mais oui. Donc, dans Oui, l'exemple que vous on est donnez, fait de c'était vraiment question de jalousie, du coup, c'est ça qui vous... Pas que frustration Pas que. sexuelle et jalousie. Ah, vous l'avez dit tout à Et l'heure. donc ça plus ça, j'avais nié que... Mais comme il m'aimait, on s'aimait énormément et qu'il y avait plein de bonnes choses dans notre relation, on travaillait ensemble. Donc, mais je vais gérer, je gère tout là-bas. En plus, moi j'étais dans un modèle poli, donc je pouvais avoir des amants, j'étais... C'est genre, mais t'es frustrée ma chérie, c'est pas grave, il y a les autres à côté qui t'attendent. Donc ça paraissait simple en fait. Ça paraissait, oui. Et Ça l'est facile. Ouais. Mais en fait, voilà. Mais en Ça fait, paraît pour moi, simple. non. Mais c'est pour ça que c'est important de se connaître. Parce qu'il y a des choses Parce que c'est nier des facettes de moi, parce que moi j'ai un côté superwoman, donc Miss Performante est au rendez-vous. Donc moi je peux gérer. Est-ce que ça remet Je suis pas en question- maline, moi je sais faire. Quoi. Est-ce que pour vous, ça remet pas en question ce truc du polyamour, justement? Ça remet pas en question quoi. Le polyamour. Ah parce bah que si, c'est si, très- bah moi c'est du très- coup ça me c'est- remet, là c'est ça me très remet super, fortement en question. Du coup là bah, je suis obligée d'assumer une rupture amoureuse et de repartir sur le modèle plus mono en fait. Parce qu'en fait je constate que le modèle poly est trop stressant pour moi et que je le gère pas en fait. C'est pas la première fois que je le fais, hein. Je bascule du mono au poly, du poly au mono, du mono au poly, enfin je fais mono-poly, j'y arrive pas, et donc j'arrive pas à me situer ni dans l'un ni dans l'autre. L'un est trop rigide et l'autre est trop olé olé. Et donc je finis par m'épuiser là-dedans. Et donc voilà, j'en arrive à la conclusion pour moi en tout cas qu'avec toutes ces expériences, ça sera plutôt mono, mais pas trop rigide non plus, parce que si c'est complètement rigide, alors là, ça va. Dans l'enfermement, c'est pas Il bon. faut une ouverture d'esprit. Voilà. Un truc qui m'irait bien, je disais à Lily, il me faudrait quelqu'un qui me soit exclusif et donc fidèle à moi et qui me laisse avoir. Ça m'irait bien. Moi, je serais pas jalouse, je stresserais pas. Tout irait bien pour moi. Bon, bon entendeur. Et le rêve de tout un chacun, ça. Écoute, il faut assumer. C'est sûr que c'est pas très cohérent. J'avoue que c'est pas cohérent. Normalement, si on s'autorise, il faut autoriser l'autre. L'on c'est dit. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est dur de choisir. Bon, mais c'est important de se connaître. La connaissance. Bah ouais, il faut faire d'introspection, faire des expériences. Hein. Et alors, je dis souvent, c'est pas des histoires d'échecs. Il n'y a pas d'échec ou de. Je le vis pas comme un échec. Hein. J'ai souffert beaucoup dans la relation amoureuse, mais c'est pas un échec. Déjà, j'ai survécu, c'est bien. Mais c'est de se rencontrer, de voir des facettes de nous qui apparaissaient pas la dernière fois, qu'on avait oubliées. Ça, c'est excellent. Voilà, et puis de créer des expériences pleines en fait. Parce que si on n'est pas total, et voilà, alors là ça renvoie à la totalité. Si j'y vais toujours froidement dans la relation et j'y mets un pied et pas deux, je vais pas vivre grand chose. J'anticipe tellement la peur de l'échec que finalement, ce qui est très fréquent au jour d'aujourd'hui dans notre société, les relations amoureuses, elles sont très refroidies, je trouve. Les gens ont tellement peur de souffrir, ils anticipent tellement une relation avec de l'échec qu'ils y vont très froidement, ils ne s'engagent pas dans la relation, ils ne vont pas totalement, ils ne se donnent pas à fond en fait. Un peu mais pas grand chose, genre j'y vais avec le sexe mais pas le cœur, ou j'y vais avec le cœur mais pas le sexe, enfin bon, ou j'y vais pas, ou je m'engage pas, ou j'y vais mais je parle pas de moi, tu vois, je parle pas de moi, je parle pas de moi, ou je fais que de la conso ou je sais pas quoi. Donc ça c'est un trafic en tout genre. Mais du coup, les expériences ne sont pas vécues pleinement et vous vivez pas grand-chose. Hein. Vous vivez peu, quoi. Petit. Et on n'apprend pas sur soi. Et vous apprenez pas grand-chose sur vous parce qu'il y a tellement la peur de se planter, de ramer. Mais au moins c'est vivant. Bon, tant que vous survivez, ça va. Si vous ne pas. De toute façon, si vous mourrez, c'est pas grave. Vous disparaissez. Ça fait un mois. Et puis c'est pas nécessairement, c'est pas forcément confortable de se connaître. Si tu veux, moi j'ai failli mourir cette année, je voulais me suicider quand j'avais mal et les douleurs de Jésus. Je dis ça, je rigole. C'est pas forcément confortable de se connaître. C'est un travail. Ah, c'est pas confortable de se connaître, non, pas du tout. C'est Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas se connaître et ne pas vivre des relations pleines, c'est-à-dire de ne pas y aller, pas plonger, quoi. Et donc de ne pas s'engager, de ne pas vivre pleinement la relation.
Voilà. Donc après, pourquoi pas, enfin, chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Mais c'est vrai que prendre des risques, d'y aller, de mettre les 2 pieds dedans, oui, c'est risqué. C'est risqué, mais qu'est-ce qu'on risque? On risque Voilà, rien à rien. Tente à rien à rien. Puis bon, il y a toujours des thérapeutes qui existent partout, enfin pour l'instant. Voilà. Et puis sinon, c'est important l'entourage aussi. D'être bien entouré par des personnes, des amis bienveillants autour de vous. Oui, bon, voilà. oui, Ça c'est important, je trouve. Quand vous avez mal, quand vous souffrez, quand vous n'avez pas confiance en vous et tout, c'est important d'avoir un bon entourage. Et peut-être aussi, moi je dirais personnellement, avant d'y aller pleinement, c'est de se sécuriser soi-même. Ouais, ah oui. C'est-à-dire d'être un bon parent pour soi, une bonne mère, un bon père. Ouais. À partir de là, on a quand même cette confiance qui peut ne pas être tout le temps présente. Et ça permet d'y aller, et de ne pas avoir peur d'y aller, parce qu'on se dit, bon, si on se ramasse pas complètement, parce que on est sécurisé quelque part. Oui, c'est ça. Et du coup, on vit, parce qu'effectivement, si tu as toujours peur, tu vis pas, tu vis à moitié. Oui. Ah non, mais clairement, ça c'est l'atelier que je vais donner là, au mois de janvier, c'est développer un sentiment de sécurité intérieure. C'est ce que tu dis est extrêmement juste. Cette sécurité intérieure, elle est tellement difficile à gagner en plus. Elle est aussi instable. Hein. On ne peut pas être tout le temps sécure, c'est juste pas possible. C'est comme l'estime de soi. Elle fluctue selon les périodes de votre vie. Si vous avez fait des deuils, si vous êtes en stress sur d'autres sphères de votre vie, ça fluctue, hein, la sécurité. Des moments où vous êtes plus stable, des moments où vous êtes plus insécure, et ça revient, ça revient. Mais un travail quand même de fond sur la sécurité intérieure, comme le vide existentiel tout à l'heure, c'est nécessaire, quoi. Parce que sinon, vous allez vous embarquer dans ces fameuses relations parent-enfant, où vous utilisez l'autre comme un parent protecteur, au lieu d'être le bon parent pour vous-même. Bon, alors, de nouveau, il y a un passage de la théorie à la pratique. Hein. Donc, se sécuriser, ça demande de la pratique, beaucoup de pratique. De se rencontrer, de voir à quel endroit on est effrayé, comme les enfants effrayés, les enfants perdus. Et puis des fois de se faire soutenir par quelqu'un. Mais c'est normal hein, d'être insécure par moment. On ne peut pas être toujours... Ça, c'est juste pas possible de se dire je vais gagner de la sécurité et ça sera acquis pour jamais. Ça va être renforcé, mais c'est jamais acquis pour toujours. Et à chaque fois que vous partez dans une nouvelle relation, vous allez être... Ça va taper dans des blessures qui ne sont pas forcément celles d'avant, des fois oui et des fois non. Donc, de toute façon, vous allez revisiter des zones sensibles. Ça, c'est juste normal. Hein. Vous ne pouvez pas être indemne et un jour être dans une relation où définitivement tout sera sain, tout sera gagné, Raoul. Alors, elles peuvent être plus harmonieuses et plus épanouissantes. Vous allez moins vous abîmer, on va dire. Voilà. En tout cas, c'est souhaitable. En fait, c'est intéressant d'avoir différents partenaires dans une vie parce que c'est sûr. ça permet de découvrir. Oui, c'est tout à fait vrai. Et de découvrir différentes facettes de soi. Parce que si on est toujours avec le même, des fois, on ne bouge pas. Pendant mais c'est 40 sûr. ans. Ça, Tandis que là, c'est clair. Ça, c'est sûr que plus on voit... sur soi. Sauf si on a trouvé le bon. Hein? Sauf si on trouve le bon partenaire. Oui, après on n'est pas parce qu'il peut évoluer dans un sens et moi dans un autre, ça peut mal se passer. Ça veut dire si à partir Après, du moment où tu as à vivre avec une personne toute ta vie et qu'avec cette personne-là ça se passe bien, c'est le bon partenaire. Oui, mais est-ce que c'est une fin en soi, vivre avec quelqu'un toute sa vie chacun, justement, j'allais répondre à ça en disant chacun ses goûts. Vous Oui. êtes mobilisé, pas par... On est mobilisé soit par la sécurité, d'avoir une bonne personne, c'est-à-dire entre guillemets quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien, on se pose, c'est plutôt tranquille. Moi je dis en ce moment j'ai besoin de me poser, donc j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne et m'aide à rayonner sur le monde extérieur. C'est encore une petite annonce pour le... Alors ça derrière. C'est la fin de l'année, j'en profite. Et puis donc ceux qui sont intéressés par se mettre en sécurité. Donc, tu vois, il y a des périodes dans la vie où on a plutôt envie de se mettre en sécurité avec quelqu'un, et donc, tu vois, quelqu'un avec qui on va se dire, bon, c'est pas, par exemple, l'amour, c'est pas l'intensité, la passionata, on n'est pas dans des trucs hyper torturés, mais en même temps, c'est stable et je me sens bien et je me sens équilibrée. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et c'est très bien. Et après, on peut être motivé par l'exploration.
Et en général, l'exploration, ça serait plus, par exemple, les polyamoureux ou les gens qui sont qui changent de partenaire ou qui font des 3 ans ou des 1 an, voilà, un truc comme ça. Ou des célibataires qui veulent pas se mettre en couple ou des gens qui veulent pas s'engager. Enfin, il y a plein de formes de personnes qui veulent explorer la relation et qui n'ont pas envie de se mettre en sécurité. Après, il y a ceux qui se mettent en couple et qui veulent de la sécurité et de l'exploration. Donc, ils font des changismes, des trucs comme ça. Ou, des explorations, voyages, ou je sais pas, n'importe quoi. Mais très souvent, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire quand on est... Ce que j'ai observé, je parle de mes observations, quand on est suffisamment en sécurité, à un moment donné, on va avoir envie, comme les enfants, d'aller explorer. C'est-à-dire de quitter maman pour aller ramper et aller découvrir qu'est-ce qu'il y a là-bas. De plus loin là-bas. Mais ça peut être aussi un jeu avec un partenaire. Oui. Ben, c'est souvent, il y en a un des deux souvent qui dit « Ah, mais moi j'ai envie d'explorer parce que je m'ennuie » ou alors c'est pas assez passionnant, j'ai besoin d'aller créer des projets, je sais pas, X, Y, que tu viennes avec moi dans les projets ou que j'aille dans des projets tout seul pour vivre de l'exploration. Tu vois. Et si l'autre, à ce moment-là, il n'a pas envie d'explorer parce qu'il a plus sur un besoin de sécurité, de nouveau, vous êtes en décalage de besoins. Un a envie d'explorer, l'autre n'a pas envie d'explorer. Le bon partenaire, c'est celui qui accompagne l'un et après que le premier accompagne le deuxième. Oui, ou alors vous êtes en même temps en raccord, c'est-à-dire que vous avez en même temps besoin d'exploration, en même temps besoin de sécurité, ou que de nouveau, c'est négociable. Il y en a un qui part explorer tout seul ses voyages, ses trucs fantaisie ou sa passion, je sais pas quoi, et vous, ça vous dérange pas, parce que vous préférez la sécurité, rester plan-plan à la maison, ou l'inverse. Mais si vous êtes dérangé par les explorations, si ce sont des explorations amoureuses sans vous, et que vous, ça vous dérange, voilà. Ça dépend jusqu'où ça vous dérange ou pas, en fait. Et c'est vrai que ces histoires de sécurité et partir dans l'exploration, c'est souvent fréquent, hein. Quand on est trop en sécurité, on s'ennuie, on a envie d'explorer. Oui, on s'ennuie. En fin de compte... D'où la lassitude du désir et tout, dans les couples plan-plan, parce qu'ils se connaissent trop et que mais ça se même passe. dans les couples plan-plan, rien n'est acquis, même quand on pense qu'on peut être sur un schéma un peu sécure. Non, mais moi j'ai pas dit ça. Ah oui, il n'y a rien qui est acquis. Ouais, hein, non. parce que d'abord il peut mourir, rien qui est jamais acquis. Ouais. Il peut décéder, ou il peut partir avec Voilà, l'autre, ou exactement. il peut y avoir un conflit d'un jour au l'autre, et puis de toute façon on bouge tout le temps, même on évolue, on n'est pas les mêmes d'une année à l'autre, donc on peut avoir envie de ça, puis plus envie de ça, enfin, Voilà, exactement. voilà. Donc ça bouge sans arrêt, hein, c'est mouvant. Donc un couple n'est jamais acquis, jamais, même si ça a l'air acquis, ça peut toujours bouger d'un moment à l'autre. Hein. Rien n'est acquis à jamais, tout nous est retiré. Et c'est ce qui donne l'adolescence, parce que sinon, quand il devient acquis, c'est tranquille, c'est pépère. C'est là où on voit apparaître quand le partenaire pense qu'il est acquis. C'est imaginaire parce que l'autre n'est jamais acquis, il peut mourir tout de suite en sortant. Hein. Mais quand on croit que l'autre est acquis, que la relation sera toujours un peu comme un plan de routine, très souvent c'est là où on voit apparaître les désordres, les chemins de travers. les chemins de travers. Les filles. Qui seraient des amants et des maîtresses. C'est le coup classique, ça. Hein. Pas que, hein, mais... Ou alors des non-dits, des mensonges, des trahisons, comme ça. Bon. Le dialogue. Hein ? Le dialogue dans le couple. Oui, le dialogue c'est essentiel. On dit à chaque fois dans toutes les conférences, je pense, ça a toujours été dit, communication non violente, dialogue. Mais des fois, ça ne suffit pas à tout régler non plus. Mais c'est des atouts, effectivement, ce sont des atouts dans la relation. De dialoguer, de ne pas dialoguer, clair. Voilà. Bon, donc, se faire confiance. Il y a 3 choses. Hein. Il y a je me fais confiance en moi, c'est-à-dire je m'habite, je me connais, je me valide dans ma valeur. J'écoute mes besoins, je m'écoute, je me respecte. J'observe les signaux du corps, ça je récapitule un peu. Hein. 2, en général, quand on se fait confiance, on peut avoir tendance à faire confiance en l'autre. Ça va avec, hein, et je fais confiance en l'autre. Je ne suis pas toujours en train de le scruter, en train d'imaginer qu'il va me manipuler, m'attaquer, je sais pas, m'agresser, me vouloir du mal, quoi. Hein. Et 3, c'est la confiance en la vie. Donc quand j'ai confiance en moi, d'abord il faut avoir la confiance en soi, il faut être stable en soi. Après c'est la confiance en l'autre, et après c'est la confiance en la vie.
Mais on ne peut pas avoir la confiance en la vie si on n'a pas cette fameuse sécurité intérieure et cette confiance en soi. Et c'est juste pas possible. Donc il faut revenir au 1, il faut toujours revenir au 1. C'est toujours un travail, de toute façon, c'est toujours un travail de retournement sur soi. On le dit à chaque fois, mais c'est inéluctable. Vous avez à faire un travail dès que vous commencez à stresser dans la relation, à perdre pied. C'est le travail qui est nécessaire et demandé ici, sinon c'est une impasse, partez dans le mur, c'est faire un travail de retournement, et donc c'est de revenir à soi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se rejoue, pourquoi je perds pied, qu'est-ce que je me raconte sur moi, qu'est-ce que je me raconte sur l'autre, qu'est-ce que je projette sur l'autre, en quoi je me dis qu'il est indispensable à ma vie, est-ce que je confie le pouvoir, est-ce que je perds le pouvoir, et pourquoi je perds le pouvoir en moi, pourquoi je confie le pouvoir à l'autre, en quoi j'imagine que il nourrit des besoins qui sont, c'est ce qui se passe, il nourrit des besoins puisqu'il y a des choses qui sont bonnes et goûteuses dans la relation, ou qui l'ont été, et vous ne pouvez pas lâcher, quoi. Vous n'arrivez pas à lâcher ce truc-là. Dites personne, il n'y aura aucune autre stratégie qui pourra me nourrir à cet endroit-là, il n'y a que lui ou elle qui peut faire ça pour vous. Et vous plantez. Parce que si vous avez par exemple besoin, j'ai une patiente comme ça, qui avait besoin de contact en ce moment, de tendresse, de câlin, et son partenaire lui donnait ça, d'accord ? Mais il était malsain par ailleurs. Et donc, elle n'en pouvait plus. Et je lui ai dit, mais il y a d'autres stratégies là. Tu peux te faire masser pendant un certain temps. Tu peux demander à faire des hugs. Tiens, j'ai une interview sur le plan dodo. Tu vas sur le site du plan dodo. Tu te prends un mec pour faire dodo. Et tu as de la tendresse. Enfin, pour trouver des idées, quoi. Tu fais ça. Ça existe, Ah oui, ici je me suis inscrite. Le plan dodo. Ah ouais. Si, il y a un site plan dodo. Donc en fait, c'est l'idée du plan dodo. C'est d'avoir quelqu'un pour soit l'hiver, soit voilà. Et tu prends pas de risque, c'est pour les femmes, hein, tu prends pas de risque parce que comme ça, t'es sûr qu'il n'y a pas de sexualité au départ. C'est que pour faire dodo. C'est que pour la tendresse. C'est ça. Personne n'a fait, je crois, ici. Il y a Plus si affinité. Mais bon, c'est pas écrit dans le site, c'est juste tendresse. Enfin, toujours est-il que j'étais en train de lui parler de stratégies diverses et variées pour nourrir ses besoins de tendresse. Au lieu de partir bille en tête sur il n'y a qu'une personne sur Terre qui peut me satisfaire, c'est lui. C'est faux. C'est faux. Donc, cherchez de manière créative des stratégies à ce moment-là qui vous feraient du bien, qui sont autres que ce partenaire. Sinon, vous faites du mal. Quoi. En fait, il faut essayer de régler ces problèmes. Il faut essayer de faire un... de faire un travail sur soi. De quoi j'ai besoin. Alors, je suis d'accord que peut-être pour cette femme, faire un plan dodo, c'était peut-être moins sympa que d'avoir ce mec à disposition. D'accord ? Il faut aller s'inscrire sur un site, il faut aller se faire masser. Tu vois, des fois, c'est compliqué. C'est peut-être moins goûteux. Mais le résultat est peut-être plus efficace parce que je deviens plus autonome. Et j'apprends à expérimenter des choses que je n'ai pas l'habitude d'expérimenter. Tu vois ? Ça peut passer par, là on parle de massage ou de contact, moi en ce moment je me dis tiens, ce qui me ferait du bien c'est la créativité, me remettre à la musique, tu vois, faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude, plutôt que de partir bille en tête sur la relation amoureuse, ça, c'est ce que je sais faire. Tu sais, je vais peut-être faire autre chose, tu vois, pas que ça dans la vie. J'aime bien, hein. Il y a ça aussi. Mais voilà, donc l'idée c'est de trouver des stratégies pour se rendre heureux en fait, hein. Voilà, et des stratégies diverses et variées. Qui fait qu'on ne va pas fixer et river tout sur et attendre tout du partenaire et ne plus pouvoir s'en passer, parce que c'est ça le drame. C'est cette histoire de mythe de romantique, là, comme quoi l'autre nous complète, que sans le couple, on ne va pas s'en sortir, on va finir vieux, moche et en mauvaise santé dans un EHPAD. Oui, enfin voilà, donc c'est pas peine de se faire peur non plus, on verra bien quand on y sera. Quoi. On se met en communauté et puis on s'entraînera. Les seins, les sauts, on fera des soirées comme ce soir. On se soutiendra. Des réflexions, des commentaires, des questions sur vous, ou des témoignages sur vous et votre manière de vous faire confiance ou pas. Enfin, je regarde les spectateurs. Y a-t-il quel est le meilleur moyen de retrouver cette estime et amour pour soi lorsqu'on retrouve face à un possible partenaire ?
Le meilleur moyen... Ah oui, quand on est avec quelqu'un, quand on est en relation, comment s'aimer? Oui, parce qu'on n'est pas toujours tout seul, et effectivement, on peut être en relation et apprendre à s'aimer. Ben, je l'ai dit, là, je le redis, je pense que c'est vraiment s'écouter, s'observer pendant que vous êtes en relation, observer jusqu'où vous êtes dans je donne trop, jusqu'où je cède des bouts de moi. Ça, en fait. Ouais. C'est ça. Jusqu'où je cède des choses que je ne devrais pas céder. Je sais que je ne devrais pas le faire. Je fais genre, c'est pas grave. Je me manque de respect. Je me manque de respect. Parce que c'est ça surtout. Et donc, c'est repérer ça et puis arrêter ça tout de suite. Sinon, vous allez tomber malade. Et puis, le désengagement est sociétal. Oui, il y a le livre des Vaillous que j'avais déjà fait proposer dans pas mal d'articles aussi. J'ai répondu. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et si vous avez des témoignages là, sur les problèmes de confiance en vous, ou comment vous vous êtes malmené dans la relation parce que vous avez perdu confiance, vous n'êtes pas écouté. Perso, dans ma dernière relation, c'est vrai que j'ai plutôt confiance en moi, mais voilà, après tellement je suis amoureuse, ou voilà, ça s'est tellement passé bien sexuellement que je voulais retrouver ça, que j'étais prête à faire n'importe quoi pour retrouver ça avec lui, quoi. Mais bon, j'ai compris ça et je me suis dit, enfin, oui, c'est vrai que j'étais prête à faire n'importe quoi pour lui. Il m'aurait appelé à 10h du soir ou le dimanche. Par exemple, j'ai fait une rando, une super rando. Le soir, ça ne me gênait pas d'aller le voir, mais j'étais pleine d'énergie, quoi. Enfin, je ne me suis pas sacrifiée, mais bon, voilà, ça. Oui. J'oublie de me respecter finalement. Ouais. Et c'est vrai que là, j'ai dépassé voilà, je me suis plus respectée. Et je me rends compte que voilà, je m'oublie dans la relation parce que je serais prête à donner n'importe quoi. Moi, contrairement à ce que tu exposes, moi, je mets tout de suite les 2 pieds dedans et j'y vais à fond et voilà, quoi. Mais bon, du coup, j'ai pris du recul et c'est bon, je me suis recentrée. Je sais que maintenant, je m'écoute. Ça va, je me suis pas laissée emporter dans la relation. Je reprends vite mes pieds sur terre et je me suis recentrée, je m'écoute d'abord moi. J'ai repris la musique, comme tu en parlais, moi, je me suis remis à la musique aussi. Et c'est chouette, quoi. Je le mets de côté et maintenant je vais prendre les bons moments s'ils viennent. S'il m'appelle, je ne suis pas contre pour faire un petit. Des choses agréables avec lui, mais je ne me centre plus mon esprit sur est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'on se voit ce week-end et tout, parce qu'après ça me bouffait, quoi. Pas complet, oui. Voilà. Donc je connais très bien ce que tu as décrit, quoi. C'est très féminin ça, hein, d'attendre les SMS, machin. Est-ce qu'il va m'appeler, est-ce que je vais le voir dimanche, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'il va me demander à me voir, etc. Donc s'il me demande, j'y vais, je cours, je prends ma voiture à 10h du soir, je fonce. Je brave les policiers là, dans le conflit. Non, c'est pas grave. Un truc comme ça. Donc en fait, je me mets en danger quelque part. Si, tu peux te mettre en danger si tu es hyper fatigué, que tu vois, parce que tu traverses la France entière pour aller le rejoindre, que tu es hyper crevé à 1h du matin, enfin je sais pas quoi, enfin bon bref, tu laisses tes enfants tout seuls à la maison, enfin on imagine il y a des scénarios où des fois c'est un peu excessif, quoi. Donc tu n'écoutes pas, enfin tu respectes pas ton organisme. Il y a un endroit où par amour tu es prêt à dépasser n'importe quoi. Oui, voilà, parce que je voulais... Je l'aime, donc puisque je l'aime, c'est très truc romantique. J'y vais, tant pis, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, j'y vais. Non, je suis jamais fatiguée, mais bon, c'est toujours pleine d'énergie, puis l'amour m'en donne encore plus. Donc mais jusqu'où, tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et puis peut-être que c'est un peu excessif par rapport à son engagement aussi. Oui, voilà. Un peu, et j'ai somatisé, justement, tu en parlais, donc moi, souvent c'est la hanche. J'ai lu sur mon bouquin, la hanche, c'est la direction. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Donc ça m'a tout de suite parlé. Tu t'oubliais. Voilà. Je m'oubliais. Donc ça fait vraiment... Voilà, dès que j'ai écouté mon corps. Donc ça résume un petit peu. Ouais, c'est ça. Hein, dès que le corps va vous donner des signaux d'alerte. Donc si vous n'écoutez pas, vous allez voir, après c'est plus grave. Ok. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non, je disais, mais on n'a pas été... En fait, on n'a pas été éduqués comme ça à écouter son corps. Et non.
Oh, non. C'est quelque chose de nouveau pour nous. ça. Culturellement, oui, c'est pas moi, très- qu'ailleurs, qu'il y en a On certaines. écoute nos idées. Et je le trouve mythe que c'est un romantique. changement profond quand même, Ah oui, de- complètement. d'être centré. Parce qu'on mentalise tout, on est dans une Tout à fait, société exactement. où on a eu Dolto, je me rappelle, Dolto Ouais, ouais. avec mes enfants, c'est extraordinaire. Enfin bon, c'est chouette, mais à force de tout vouloir intellectualiser, Tout à fait. de vouloir donner du sens à tout, Tout à fait. de vouloir. Du coup, on perd l'essentiel. Ouais, Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps. Mais Ouais. tout à fait juste. Et donc, et ben moi, ça, je l'ai senti il n'y a pas très très longtemps. Et c'est long, on n'a pas été élevé comme ça. Et C'est vraiment, vrai. je trouve que c'est une victoire parce que c'est vraiment quelque chose qu'on c'est un- s'approprie. C'est un sacré challenge. Ouais, c'est Parce juste que ça. culturellement, on ne nous a pas habitués, dans notre culture judéo-chrétienne, d'être vraiment attentifs autant au corps qu'à l'esprit. C'est d'abord l'esprit, et le corps, il est un peu au service de l'esprit, ce qui est totalement faux. Dans certaines cultures, ils prennent davantage soin que nous. Mais nous, pour être vraiment dans le soin, mais pas en superficie, mais en profondeur, dans le corps, dans tout ce qui est les signes qu'il a, déshydratation, douleur, on n'est pas assez, je suis d'accord avec toi, on n'est pas assez initié à ça, et c'est un déconditionnement que le corps n'est pas important, c'est pas simple pour nous tous quand même, et qu'on on redonne des lettres de noblesse à notre corps. Oui, et il faut de sacrées somatisations. Ouais. Faut vraiment avoir Oui. mal à avoir et se dire, mais Et là, tu te dis, ouais, mais j'ai un pourquoi j'ai corps. mal comme ça? Mais c'est vrai, ça c'est Faut que ça- vraiment. c'est ça, Bien dire, ce corps. Ça c'est très vrai. C'est violent. Sur l'histoire du corps, C'est vaste. on est habitué à, même tu dis on intellectualise, mais il y a vraiment la norme du couple. On se raconte tous plus ou moins qu'il ne faut pas être seul, que c'est bien à deux, qu'à deux on est mieux. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Parce que si on est vraiment mal, on souffre, etc., on dort plus, on est, je sais pas quoi, on fume, on est addict à des tas de trucs et que on reste là-dedans, est-ce que c'est si vrai que le couple est mieux que tout autre, tu vois? Bah, c'est pas forcément une fin en soi, surtout si ça va bien, si ça vous épanouit. Vraiment, en fait, soit vous êtes épanoui, vous le sentez, et physiquement vous le sentez, soit vous êtes épanoui à moitié, et puis plus à moitié moins, à moitié moins. Le stress gagne du terrain, vous somatisez. Je veux bien parler ça va pas, quoi. rebondir sur ce que vous Ouais. êtes en train de dire. J'ai fait des expériences qu'on dit chamaniques en Ouais. Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'il y avait plutôt une partie de guérison sur le corps. Mais le lendemain, en fait, je voulais poser des questions, mais il n'y a pas vraiment de thérapie en fait, sur ce qui s'était passé après la guérison. Parce que on appelle ça les taïtas en Colombie. Les Kourakas, les guérisseurs disaient que on ne pouvait pas être l'esprit, quoi. Que fallait juste être tranquille, reposer dans son corps et qu'il n'y avait pas tellement de débat à avoir sur ce qu'on avait compris ou pas compris. Parce que c'est ce que vous étiez en train de dire sur l'intellectualisation Le corps est intelligent. Hein. de tous les débats, comme on peut avoir un peu ici, c'est ancré dans notre culture judéo-chrétienne de vouloir comprendre absolument avec la science actuelle. Ben oui. Et de la déléguer un peu thérapie le corps aussi, et que aussi. du coup, en fait, depuis aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, on est là, en fait, depuis tout à l'heure, en fait. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, en fait. On reste là-dedans et Bah oui, c'est très juste. Bon, mais alors en même temps, c'est compliqué. ça veut pas dire que les concepts sont pas intéressants, parce que Non, bon, j'ai pas dit ça. c'est pas mais, non plus, on mais vire c'est- le mental. C'est une façon différente de. Ouais, ouais, Non, c'est- alors c'est le d'élever, chemin en fait, pour en arriver là, Ouais. c'est peut-être le chemin aussi Ouais. de mentaliser les choses. Et puis finalement, quand on n'a plus d'outils, enfin plus d'outils, c'est pas le mot, mais quand on se rend compte que c'est pas encore ça, finalement, Parce se que reconnecter à j'avais son fait ces corps, expériences-là c'est- en Europe et en Amérique du Sud, et c'est vrai qu'en Europe, du coup, il y avait des sessions chamaniques, et le lendemain, il y avait le cercle de parole thérapeutique. Et là-bas, ça n'existe pas, en fait. Enfin, moi, dans ce que j'ai fait, c'est. Et ça consiste à quoi? On va pas débattre là-dessus, je vais revenir sur mon thème parce qu'on s'éloigne. Là, vous êtes sur un débat corps-mental. Moi, je trouve que les deux sont intéressants. D'ailleurs, c'est corps et esprit. On va pas mettre l'un d'un côté et de l'autre. Ils sont pas dissociés. social. C'est les meilleurs amis. Voilà, mais là, j'étais juste dans la réflexion sur le fait de s'oublier dans la relation et donc de méconnaître les signaux de son corps. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Son corps ou des troubles de l'humeur aussi, c'est pas forcément le corps, hein. Ça peut être des troubles émotionnels. Voilà. Donc, mais vous allez vite le sentir de toute façon. Donc écouter son ressenti, c'est vraiment important. Écouter son énergie, c'est important.
Et voilà, je conclurai avec ça, parce que je pense que c'est bien d'en conclure avec cette notion de revenir à soi et de revenir à quelque chose qui est vraiment intuitif ou vraiment ressenti de l'intérieur. Une connaissance de soi et de ne pas se faire du mal dans la relation, comme je le dis souvent. Donc d'y aller pleinement, de continuer vos expériences amoureuses allègrement. Ne renoncez pas, mais voilà, sans vous y perdre. Donc, toujours pareil, hein, c'est la même histoire. Et là, c'était en revenant à soi et en se faisant confiance et en s'écoutant, en se respectant, en posant ses limites. Et si vous n'y arrivez pas, soit vous allez consulter, soit vous demandez, vous faites quelque chose pour vous, vous allez trouver. Voilà. Eh bien, merci. Merci à vous, merci au public là d'avoir suivi. De toute façon, ça sera sur la chaîne et sur mon site en replay. Voilà, et bonne journée et puis bonne soirée. Merci.